L'actu jeux vidéo, séries, comics et mangas, c'est dans l'Antre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Antre du Geek, l'émission qui parle jeux vidéo, pop culture, manga, comics, BD, jeux de société, bref, tout ce qui fait vibrer à nos petits cœurs, à nous autres geeks. Et on fait un petit coucou à nos amis de Quoi Neuf Amiens qui nous ont gentiment passé l'antenne et qu'on remercie comme chaque mercredi chaleureusement. J'ai avec moi d'ailleurs mon équipe, notamment composée de Sabrina. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Ah, Sabrina, j'ai pris au dépourvu, la pauvre. J'ai cherché à embêter le plus de monde possible. J'ai réussi. J'ai également avec moi Baptiste, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai également Benoît. Bonsoir. Benoît, bonsoir. On a aussi des petits nouveaux autour de la table. Alors, petits nouveaux, pas vraiment, puisqu'en fait, vous les connaissez, vous les avez déjà entendus, notamment Mika. Bonsoir. Qu'on te connaît des chroniques du JDR. Oui, je viens de changer d'émission, j'arrête les chroniques du JDR à partir d'aujourd'hui. Ah bon ? Je savais pas, fallait me prévenir. Donc Mika, qu'on aura la chance de retrouver lundi prochain de 22h à 23h dans les chroniques du JDR. Et également Arnaud. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Arnaud, la douce voix de tous les jingles d'Happiness. Oui, enfin j'ai essayé de mettre mon cœur et mon âme pour faire ça, hein, mais voilà, mais très content d'être dans cette émission avec vous. Bonsoir les amis. Au sommaire de cette émission, on reviendra sur toute l'actualité, notamment du grand écran, avec les dernières bandes annonces qui sont sorties, et autant vous dire qu'il y a du lourd. On reviendra également sur les jeux de société et un jeu que Baptiste a particulièrement apprécié et dont il veut nous parler, et c'est Seven Wonders Dice. Tu vas encore nous parler d'un jeu de SN. De toute façon, en ce moment, l'actualité, c'est les jeux de SN. Hein. Ok, donc le mec, il est comme en monotache, il est focus sur un truc. Ensuite, dans cette deuxième partie de l'émission, on reviendra sur l'événement jeux vidéo de ces derniers jours, à savoir l'annonce de la Steam Machine. Autant vous dire qu'on a étudié ça en long, en large et en travers pour vous donner toute notre critique et notre, analyse, voilà, sur cette machine de Valve. Également, on aura Arnaud qui nous parlera d'un jeu qui est... Ark Riders. Arnaud, va falloir être au taquet là. Non. On aura ensuite Benoît qui nous parlera d'un autre jeu. Lego Voyagers, et même un petit mot d'un autre jeu qui s'appelle... Vous découvrirez, ce sera surprise. Et on finira par Mika qui nous parlera de... Restaurate. Autant vous dire qu'on a de quoi faire, et c'est parti, on est ensemble jusqu'à 21h dans L'Antre du Geek. L'Antre du Geek, sur Happiness. Et on commence tout de suite avec la première bande-annonce qui est sortie il y a à peine quelques jours. Bonnie, il y a un colis pour toi. Vous avez peut-être reconnu la bande-annonce qu'on a eu la chance de découvrir il y a quelques jours pour Toy Story 5 qui sortira sur grand écran le 17 juin 2026. Alors là, dans ce teaser, on a le droit à l'arrivée d'un nouveau jouet qui va un peu bouleverser le quotidien des anciens jouets, que Andy avait confié à un nouveau petit garçon. Ce jouet, c'est Lilypad, un écran. Et cet écran va poser la question des nouvelles technologies, de l'enfant qui joue avec ces nouvelles technologies. Et donc, en fait, il va y avoir un peu de profondeur, puisqu'on va interroger le temps passé par les enfants sur des écrans, un temps de plus en plus important, qui va poser la question des facultés, du développement intellectuel des enfants, évidemment, mais aussi du développement de leur imagination, des problématiques, évidemment, d'actualité. Alors, également, dans le teaser, on va se demander comment Woody va être à nouveau parmi les jouets, puisqu'il les avait un peu quittés. Donc, on va un peu se poser tout ça. Alors, ce film, on le doit à Andrew Stanton, qui a réalisé notamment Le Monde de Nemo, Le Monde de Dory, Wall-E. Et c'est aussi un film histoire de relancer la machine Pixar, parce que Élémentaire avait ramé, et puis Helios avait été un gros flop. Donc, on attend de voir ce nouveau film, le 17 juin 2026 sur nos écrans. Ouais, parce que j'ai pas vu Toy Story 4, mais donc à la fin, Woody, il est plus là, c'est ça, il se fait embarquer... Ne spoile pas. Non, bon, ça va, Toy Story 4, ça a quand même un certain temps. Ça, on connaît tous sa fin, mais voilà. Donc, en effet, on va se demander un peu comment va arriver Woody dans ce Toy Story 5. Tu sais pas qu'il meurt à la fin du 4 ? Non ! Oh mon Dieu ! Comme Dumbledore ? Voilà. Donc, c'est pas la fin du 4. C'est pas la fin du 4, celui-là. Autre film également qui a beaucoup fait parler de lui.
Le film Super Mario Galaxy qui va sortir prochainement vient de dévoiler un méchant, Bowser Jr. Alors on avait Bowser dans le premier, puisque maintenant en fait c'est assumé, c'est vraiment la suite du premier film qui était sorti en 2023. On a pu remarquer dans ce teaser Bowser Jr. avec son pinceau magique qu'il a habituellement. Qu'il a récupéré d'ailleurs dans Super Mario Sunshine sur GameCube. Exactement, dans Super Mario, tout à fait. Mais tu connais tout, mon grand, tu connais tout, c'est pour ça que tu es notre animateur vedette. Bowser est toujours présent, il est relégué parce qu'il est emprisonné sous la garde de Mario et Luigi. Donc du coup, c'est Bowser Jr. qui va être ce nouveau grand méchant. Le film, comme je viens de le dire, est présenté direct comme la suite directe. On retrouve au casting les voix principales, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black. Et le film va introduire aussi un deuxième personnage, bien connu de la saga, c'est Harmony, qui sera doublé en VO par Brie Larson, que l'on connaît comme Capitaine Marvel. Le ton du trailer est sous le même ton graphique que le jeu vidéo, avec des décors galactiques, interstellaires, tout ça est fidèle à Galaxy. On a envie de retrouver chez le joueur, on a envie de faire retrouver chez le joueur la sensation qu'il a eue en 2007 et qui avait fait kiffer beaucoup de monde, puisque je le rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas, 97% de choix favorables sur Metacritic, et je crois qu'aucune note de presse, de grands médias de presse papier ou presse blog avait mis en dessous de 9 sur 10 pour ce jeu-là, qui est parmi un des meilleurs Super Mario qui existe à l'heure actuelle. Ouais, la preuve, ils l'ont même ressorti sur Switch à un prix exorbitant. Que t'as acheté ? Non, j'ai pas acheté, non. Mais j'ai un peu joué à Mario Galaxy, mais j'avoue pas plus que ça. Je vais être très honnête. Après, les Mario, c'est la force en fait des Mario, c'est qu'ils ont réussi à quitter ce monde 2D en mettant un monde 3D qui change en fait à chaque opus. Où on avait, par exemple là dans Mario Sunshine, c'était le passage avec le jetpack, là je sais plus comment il s'appelait, qui avait un nom super chelou avec de l'eau. Mario Galaxy, c'était ce passage où on passait de planète en planète et c'était très très intéressant. Sur Switch, il y a eu Mario Odyssey avec la casquette qui nous permettait de prendre le contrôle. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Et Mario Galaxy, ça a vraiment été un tournant pour la franchise Mario. Et ça m'étonne pas en fait qu'ils aient choisi ça pour le film. Ouais, non, en plus il y a le côté spatial. La force du jeu, c'était de jouer sur la gravité avec des trucs complètement insensés, Wiimote à la main à l'époque. Là, il y a un gros potentiel de planètes à explorer, d'aventures. Je le redis, d'Harmony, qui est un personnage très 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 apprécié, entre autres pour ceux qui jouent à Mario Kart ou celles qui jouent à Mario Kart. Donc effectivement, on a mis un peu tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Mais du coup, à se demander... Après, il leur restera quoi, en fait ? En fait, moi, c'est comme le premier. Moi, j'avais pas trop accroché au premier parce que je trouve que... Alors, il est bien, mais je trouve qu'en fait, Mario est un univers incohérent, à part quand t'es gamer. Oui. Tout est fait pour jouer, sauf que dans le monde réel de la réalité véritable, comme dirait Karim Debache, et il a fait une très bonne chronique là-dessus sur les plateformes, je sais pas si on a le droit de les citer, mais en tout cas, je trouve que c'est pas cohérent dans le monde réel. Et donc, comment ils vont réussir à continuer de faire une histoire qui vaut quand même un peu le coup dans ce monde-là ? Après, c'est pas cohérent, mais je trouvais que le film avait réussi à rendre cohérent un monde qu'il n'est pas. Parce qu'ils sont partis dans l'idée que c'est un monde imaginaire qui est régi par d'autres règles. Ouais, mais ça marche une fois, ça. Tu peux pas faire ça 40 films d'affilée, quoi. C'est toujours le même monde. C'est le monde champignon, on sait qu'il est comme ça, point. Ouais, même pas tant que ça. Enfin, à la base, le film a été créé pour parler aux joueurs et aux ceux qui ont fait le jeu, pas pour attirer un nouveau public, comme par exemple Minecraft qui a été fait pour attirer le public des joueurs Minecraft, pas pour attirer un nouveau public. Donc l'idée, c'était pas forcément d'atteindre un nouveau public. Après, ils en atteignent un, tant mieux, mais c'était surtout pour parler à la nostalgie des joueurs des anciens Mario. Moi, quand j'ai vu Mario, je l'ai apprécié sans apprécier. Il est bien, mais il est pas, comme tu dis, il est incohérent. Ça vient d'un jeu vidéo. Par contre, ça m'a beaucoup parlé sur la nostalgie avec les musiques, les décors et tout ça. Donc c'est surtout sur ça qu'ils veulent jouer avec ce genre de film, je pense. Et du coup, on a une date de sortie pour ça ou pas ? Non, sur les articles qui m'ont importé le teaser, j'avais pas de date officielle de sortie. Dernier teaser également qui a beaucoup fait parler de lui. C'est Pinocchio, ça, non ? Évidemment.
Alors vous savez que depuis une douzaine d'années, Disney aime bien se relancer dans le remake en live-action des grands classiques, Cendrillon, Blanche-Neige qui a été une franche réussite, Lilo et Stitch, et donc il continue avec Vaiana. Alors Vaiana c'est un peu particulier parce qu'on est quand même sur un film qui est sorti il y a 10 ans seulement, qui est relancé, qui revient donc en 2026. Et en fait, on se pose de la pertinence de ce genre de film, d'autant que d'après la bande-annonce qui vient de sortir, Disney parlait d'une réinterprétation, on est quand même sur une copie qui a l'air conforme, on a les mêmes plans qui sont réalisés, on voit clairement que l'intérêt pécunier est situé en premier plan plutôt que l'intérêt artistique. En tout cas, il faut attendre le 8 juillet 2026 pour le voir sur les grands écrans. Et moi, je vous conseille plutôt d'aller regarder Vaiana 2 qui est sorti seulement l'année dernière. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le dessin animé qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je me pose vraiment la question, alors comme tu l'as dit, de l'intérêt de faire ça, parce qu'il y a des films comme par exemple La Reine des Neiges qui a été un succès incommensurable, qui est sorti un petit peu avant Vaiana et qui mériterait davantage d'être en live action avant Vaiana. Ouais, mais La Reine des Neiges se suffit à elle-même encore pour ramener de l'argent. Pinocchio se suffisait à lui-même. Vaiana, ça a plutôt bien fonctionné. Lilo et Stitch aussi qui a été tiré. Le Roi Lion, non, mais je suis La Belle et la Bête. Là, je pense que vous m'avez mal compris. Je veux dire que là, actuellement, le dessin animé rapporte encore beaucoup d'argent. Là où, en effet, ça a bien marché. Sur les produits dérivés, je suis d'accord. Ça en rapporte encore beaucoup d'argent. La Vaiana, clairement, comme pour Le Roi Lion, etc., on est d'accord que l'idée, c'est juste de relancer une franchise qui existe, histoire qu'elle ramène à nouveau de l'argent. Même si elle a très très bien marché à l'époque, mais que ça ramène à nouveau de l'argent. Ouais. Je pense que dès que La Reine des Neiges commencera un peu à baisser niveau pognon, ils vont sortir la live action. Ils vont tous passer par là. Il y avait à un moment donné Réponse qui devait passer par la même vague, ça a été mis en pause, et puis finalement, comme Lilo et Stitch a été un succès, ils vont sans doute le remettre dans les tuyaux. Ouais, clairement. Bon, on verra bien ce que ça donnera. On a une date de sortie ou pas ? Oui, je l'ai dit, le 8 juillet 2026. Donc on attend ça avec impatience. C'était les derniers trailers qui sont sortis et qui ont fait du bruit en attendant sur Internet. L'antre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble jusqu'à 21h pour l'entre du geek et on continue les actus, notamment maintenant de la petite lucarne. Et oui, la petite lucarne, c'est cette expression qui n'a pas été utilisée depuis 1950. Sabrina me dit non de la tête. Non, parce que moi, ma prochaine news, c'est un film, en fait. Alors non. Donc la petite lucarne, c'est dans le dîner de con. C'est donc déjà. Du coup, de la grande lucarne, Sabrina. Alors là, je vais rester sur le grand écran, pas pour la petite lucarne si on veut vraiment poursuivre le dîner de con. Et je vais lancer ma petite news avec... j'aurais aimé la lancer avec Champagne Supernova, puisque c'est la chanson d'Oasis qui passe dans la bande-annonce du film dont je vais vous parler, qui a été diffusé le 18 novembre. Il s'agit de Projet Dernière Chance, où on retrouve Ryan Gosling dans le rôle principal. Alors il incarne un professeur de sciences, Ryland Grace, qui se réveille à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité et sans vraiment savoir ce qu'il fait là, quelle est sa mission. Peu à peu, au cours du film, sa mémoire lui revient, il comprend enfin sa mission, c'est de résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil, ni plus ni moins. Il doit donc sauver visiblement la Terre. Et on va l'envoyer comme ça. Alors, c'est une adaptation d'un livre éponyme écrit par Andy Weir. C'est l'auteur de Seul sur Mars, qui avait été adapté également par Ridley Scott, avec dans le rôle principal Matt Damon, en 2015. Sabrina a un peu de mal sur l'addiction ce soir. Yes, my English is so beautiful, you know. Et donc, c'est réalisé par un duo, Phil Lord et Christopher Miller, qui sont connus notamment pour avoir réalisé ensemble Spider Across the Spider-Verse. Ah, ça peut être sympa, parce que c'est vrai que ça avait très très bien marché, Spider-Man. Et j'ai pas de date de sortie. C'est ce que j'allais te demander. Donc du coup, un nouveau film de science-fiction qui peut être très très sympa. Vous trouvez pas que ça commence à devenir un peu pénible de réadapter des choses, de réadaptation et de réadaptation ? Il y a de moins en moins quand même de projets originaux. Là, c'est tiré d'un bouquin. C'est c'est pareil. Oui, enfin, Jurassic Park, c'est tiré d'un bouquin. La planète des singes, c'est tiré d'un bouquin. Le Seigneur des Anneaux. Harry Potter. Vous êtes en train de prouver que j'ai raison. Justement, on ne peut pas avoir une œuvre originale qui pourrait arriver un jour en film. Ça a toujours été le cas. Depuis l'histoire du cinéma, il y a toujours eu des adaptations littéraires. Tu prends n'importe quel film, il y a une chance sur deux que ça soit tiré d'un bouquin, honnêtement. Oui, mais c'est ça que je trouve dommage. Ou alors d'une pièce de théâtre. Tu vois, par exemple, on parle du dîner de con, c'est tiré d'une pièce de théâtre. Bien sûr. Le prénom, c'est tiré d'une pièce de théâtre. Le Père Noël est une ordure, c'est tiré d'une pièce de théâtre. C'est les seules pièces qu'il a vues, en fait. À peu près. Après, derrière, dans tous les films, la création, elle doit bien arriver de quelque part, des fois.
Maintenant, c'est compliqué de créer réellement d'histoire novateur qui n'a jamais été fait quelque part ou qui est une adaptation de quelque chose. Mais je pense que c'est parce que notre imaginaire est un peu matrixé par tout ce qu'on a lu, vu, et du coup on fait que reboot depuis l'histoire, depuis le début, ce qu'on voit en fait. Nolan, il y a Ouais. plein de choses qu'il a faites ex nihilo, qu'il a créé lui-même avec des idées de mise. Il a utilisé le cinéma comme une façon Oui, de raconter une Mais histoire. c'est ce que je te dis, il y a un film sur deux. Nolan, c'est des films sur deux, voilà. On continue, Baptiste, cette fois avec La Petite Lucarne. La Petite Lucarne a eu une adaptation du coup. La série Les Sentinelles qui a été diffusée là cet automne sur Canal+, s'est présentée comme une des grosses créations originales, même si elle est tirée d'un comics qui se passe Non, d'une BD. C'est d'une BD, oui, pardon, C'est excuse-moi. c'est pas D'une américain. BD de Xavier d'Horizon et d'Enrique Breccia. C'est des super soldats pendant la Première Guerre mondiale, donc on est dans un thème uchronique, steampunk, fantastique, parce qu'ils ont rajouté du fantastique qu'il n'y avait pas dans la BD originale. Alors pas encore de saison 2 officiellement commandée, la date du dernier épisode qui est passé la semaine dernière, je crois 10-11 novembre. Cependant, tout est pensé pour une suite, hein. Le final de la saison 1 était épique, il a laissé clairement la porte ouverte à plein de choses. L'intrigue n'a pas clos tous les enjeux, donc il faut bien qu'on clôt ces enjeux-là un peu plus tard. On a terminé une bataille, mais pas la guerre, en gros. Le matériau de base, la BD permet aussi d'écrire plein d'aventures de Gabriel, le héros principal, et de ses camarades super soldats. On sait aussi que les scénaristes ont déjà commencé à travailler sur la saison 2. Les 3 auteurs, Guillaume Léman, Chabi Molia et Raphaël Richer, ont expliqué dans plusieurs interviews qu'ils ont écrit déjà la suite, même si la chaîne n'a pas encore donné son feu vert. Et visiblement, comme à chaque fois, tout dépendra du succès, et Canal+, les gros sous dans la popoche, va attendre de voir si ça vaut le coup. L'humanité était plutôt contente d'avoir vu de la série qui est sortie. Le Par journal, contre, on est le journal, oui, d'accord. tout à fait. Par contre, il est un peu démonté par le Parisien qui dénonce plusieurs genres ensemble et ça se perd du coup. Le Télérama parle d'une série fade avec des moments factices. Le Point regrette que la série s'inspire trop de la pop culture américaine, délaissant les idées de l'œuvre originale. Le Monde remarque la mise en avant du C'est paroxysme du que grand dit le spectacle. nouvel Ops. Et le Figaro qualifie à la fois d'épique et de mythologique. Et il a trouvé bien qu'on sublime la guerre autant qu'on rappelle l'horreur. Moi, mon avis perso sur la série, alors j'ai pas fini, il me reste 3 épisodes, mais je suis assez d'accord avec le Figaro. Je trouve que c'est un peu comme À l'Ouest, rien de nouveau, le film qui était sorti il y a quelques années. Ça sublime la guerre autant que l'horreur, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, je suis un peu d'accord avec le point. Je trouve que par rapport au matériau de base, c'est dommage de pas d'avoir ajouté des choses qui en plus n'ajoutent rien à l'histoire. Ouais. Donc tu conseilles quand même de regarder cette saison 1. Essayez juste pour vous faire votre avis, parce que pour une fois que c'est français et que ça envoie du bazar un peu comme les Américains justement, Ça autant y envoie aller des dedans. obus. Exactement. On continue avec une série bien connue outre-Manche. Vous aurez sans doute reconnu cette série née en 1963, qui compte 700 épisodes environ, ce qui s'est étalé sur 6 décennies. Je parle bien sûr de Doctor Who. Ah, c'est pas Doctor House. Non. Ah, voilà, pardon. Blague qui tombe à l'eau, ok, c'est pas Et grave. j'ai rigolé Ah, intérieurement. ah, Et donc on a eu un reboot en 2005, puis ça a été relancé par Disney en 2023 avec Russell T. Davies qui est le showrunner historique, hein, où on a eu 2 saisons avec Nutty Gatwa diffusées sur Disney+. C'est le 15e Doctor Who. Et malgré tout ça, c'est pas une franche réussite. On a déploré un scénario bancal, une direction artistique qui se perd également, elle, dans le temps et l'espace, comme le Doctor Who, et une fin improbable. Et donc tout ça, malgré de l'argent qui a été réinjecté pour chaque épisode produit, Disney+, arrête son partenariat avec la BBC, ne diffusera plus Doctor Who. Alors c'est une décision qui avait déjà été annoncée en octobre et qui donc est maintenue. Malgré ça, on vient d'apprendre que le spin-off qui avait été réalisé du Doctor Who sera quand même lui diffusé. On maintient quand même le spin-off même si Disney+ arrête la diffusion de la série principale. Ouais, c'est étonnant quand même que c'est. Après, Vraiment. les fans sont de plus en plus critiques. En fait, il y a 2 problèmes avec ce Doctor Who, c'est qu'ils ont fait une Disney, clairement, comme avec Star Wars. Ils ont
pas fait comme il fallait faire, dans le sens où moi j'ai regardé du coup, alors pas tous les Doctor Who parce qu'il y a des épisodes introuvables maintenant, genre Oui. les Pronies c'est impossible. J'ai commencé avec la fin du coup du 9e Docteur, j'ai fait jusqu'au 13e, j'ai pas encore trouvé les épisodes du 14e qui est une femme, qui a mené des mécaniques très intéressantes d'ailleurs. Et en fait on est reparti sur un Docteur. Moi ça me dérange pas le Docteur, mais il ne fait pas comme tout le Docteur faisait. En fait le Docteur ne montrait pas ses émotions, tout ça. Et là il ne le faisait que ça. Ah oui. Donc on avait un Docteur qui était complètement détaché de tout ce qui avait été mis en place pour l'identité du Docteur, qui était un personnage très très mystérieux. La personne qui la suit est toujours très importante. Là, elle est... Alors j'ai pas regardé la deuxième saison qu'ont fait Disney, mais la première je l'ai vue et franchement le personnage n'était pas très important et il fallait que Disney mette un méchant à la fin qu'ils doivent battre, qui ne sort de nulle part. Ouais, Et en fait, ça va pas avec l'image de Docteur qu'avait créé pendant des années. Baptiste, à 20 secondes. Ouais, 20 secondes juste pour dire que le premier bloc s'est arrêté en 89, il a recommencé en 2005. Le deuxième bloc s'arrête en 2022, il recommence en 2023. Il n'y a peut-être pas assez de temps en fait pour que ça reprenne la hype. En fait, je pense que c'est deux générations différentes qui ont vu le premier bloc et le deuxième bloc. Et notre génération, elle a adoré le deuxième bloc. Et il fallait peut-être attendre 15-20 ans pour refaire encore un bloc. Peut-être. En tout cas, c'était l'actu des séries et de la grande lucarne pour faire plaisir à Sabrina. C'est l'entre du geek sur Happiness. Toujours ensemble dans l'entre du geek avec Mika qui a pas vu que le micro était ouvert. Mika, oh là là là, je vais te remettre dans les chroniques du JDR, je te préviens. Tu me laisses dedans en fait. Voilà, exactement. On est temps maintenant de passer à la partie jeux de société. Et Baptiste, tu veux nous parler encore une fois de ton jeu préféré ? Eh bah oui, mon jeu préféré de tous les temps, c'est Terraforming Mars, le jeu de Jacob Frixelius, qui est autoproduit, auto-édité par Frix Games, qui est donc la boîte d'édition du jeu. Alors ils ont annoncé une version Legacy, campagne en gros, de ce génialissime jeu, qui était présent d'ailleurs alors juste, on pouvait pas y jouer, on pouvait juste le voir à Essen. Il a été joué dans des salons privés à Essen. Donc le concept du jeu, c'est une campagne où les corporations qu'on incarne en fait dans Terraforming Mars vont se développer au fil d'une série de parties, de scénarios, et qui vont évoluer au gré de la colonisation de Mars. Visiblement, on a toujours les cartes de base, le Terraforming Mars avec les plateaux de base, Tarsis et là c'est Elysium, mais aussi de nouvelles cartes, près de 800 au total, qui vont arriver pour justement pouvoir jouer toutes ces campagnes. Alors ils sont encore assez flous sur les nouvelles mécaniques, même si tout simplement ça va ressembler à des parties classiques dans lesquelles on va rajouter des choses, on va rajouter des événements qui vont venir changer tout ça. Il y a aussi la version politique de Terraforming Mars, Turmoil, qui va avoir encore plus d'impact puisqu'on met nos sénateurs, nos députés dans une assemblée pour pouvoir changer les décisions du jeu. Donc ils vont jouer aussi là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout on nous assure qu'on va rien détruire. On va rien casser, on va rien modifier, pas d'autocollant permanent, pas de déchirure, donc on va pouvoir rejouer souvent à cette campagne-là, ce qui est quand même plutôt quelque chose de pas mal. Financement participatif, même pour une boîte comme ça qui est aussi solide avec une gamme de jeux qui est solide, qui va être lancé sur GameFound. Et le gros point à noter, alors ça c'est sorti il y a 3 jours, c'est très bizarre, apparemment il y aura une sortie en 2 parties, et ça pose la question de est-ce qu'on va devoir payer pour tout le package et on aura une première partie puis une deuxième partie, ce qui pourrait se comprendre s'il y a vraiment beaucoup de scénarios, ou alors est-ce qu'il va falloir financer les 2 parties, et ça on ne sait pas encore, ça va arriver sous les prochains jours. En tout cas moi je pense que même si tu vas le pledge, j'ai quand même envie de le faire parce que c'est quand même un jeu que j'adore et j'adore les Legacy, donc si ça peut me donner l'occasion de jouer plein de fois au même jeu que j'aime, j'y vais. Mais du coup, tu dis en 2 parties, c'est le même, tu vois, c'est une même V1 ou c'est, tu vois, un Legacy volume 1 et un Legacy volume 2 ? Non, pour l'instant, c'est vraiment un jeu qui serait, dans ce qui est sorti, c'est sorti sur Reddit. Enfin, c'est sorti sur GameFound évidemment, mais après c'est Reddit qui en faisait la critique. C'est l'idée d'avoir l'ensemble du jeu certainement en 2 parties, comme si tu avais les cartes de Terraforming Mars et dans un autre les cartes de Terraforming Mars et dans un autre les plateaux, les gestions de ressources et tout ça. Donc ça veut dire que tu commencerais ton Legacy là, dans un premier temps et puis arriver, je sais pas, à la 10e étape de ton scénar, imaginons, tu reçois la 2e partie qui vient terminer ton parcours. Alors tu vas surtout attendre, parce que je pense que s'ils ont mis deux phases de production, c'est parce qu'ils veulent produire et ils veulent surtout voir si la première partie fonctionne, à mon avis. Oui, ça c'est évident. On continue cette fois, et Sabrina, je suis désolé, je me permets de te prendre ton son pour cette news.
Quoi, t'as pas reconnu? C'est des cloches d'une église. C'est le truc Il de- faut prendre la voix qui va avec, mon petit gars. Alors non, je ne prendrai pas la voix. Mais en effet, ça sent un peu le sapin pour Black Book Edition qui vient de se mettre en redressement judiciaire. Donc Black Book Edition, c'est un pilier lyonnais, bien évidemment, du jeu de rôle depuis 2004. Éditeur notamment de Pathfinder, de Shadowrun ou de Chroniques oubliées, qui sont des jeux de rôle mais immensément connus. En fait, tout simplement, c'est dû à des difficultés financières dues notamment à cause du boom post-Covid, puisque Black Book avait investi notamment dans un gros entrepôt pour répondre à la demande des joueurs. Et vous allez me dire, mais c'est cet entrepôt qui pose problème? Eh ben ouais, parce qu'en fait, la baisse des ventes et le coût fixe du loyer, du coup, sont devenus totalement insoutenables. Donc pour vous donner un ordre d'idée, malgré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards en 2021, la marge a été très faible. Et ils sont maintenant en dette assez élevée. 1,6 million, pardon, je parle en milliards, mais non, c'est en millions. 1,6 million de dettes, dont 752 000 de dettes financières, du coup, font que ça devient très compliqué. Alors, Black Book Edition a eu cependant la présence d'esprit de ne pas se mettre en redressement judiciaire volontaire afin d'éviter toute liquidation et la faillite. Ce qui fait que, du coup, toutes les précommandes et les financements participatifs actuels seront honorés. Il n'y aura aucun frais supplémentaire pour les clients. Mais voilà, The Black Book décide de se mettre un peu en pause, puisque, rappelons-le, ils ont quand même mis en place un modèle assez particulier d'entreprise, mais très louable, puisque contrairement à d'autres éditeurs, Black Book, lui, privilégie notamment des salariés avec des infrastructures solides. Il y a une boutique, il y a une plateforme de crowdfunding, il y a des innovations régulières, et même si bien évidemment ça apporte ça amène un cercle vertueux, puisque la qualité et l'éthique même de travail est bien plus grande que dans d'autres maisons d'édition, ça implique forcément des charges fixes beaucoup plus lourdes, et ça rend forcément l'entreprise vulnérable lorsqu'il y a un ralentissement du marché comme celui-là. Donc là, pour le moment, le tribunal a ouvert une période d'observation normalement de 6 mois, qui va être renouvelable si jamais. L'objectif du coup va être de livrer les projets en cours, d'ajuster les coûts et repartir sur des bases plus saines. En attendant, on va espérer que Black Book va pouvoir miser sur son catalogue très très solide, puisqu'on rappelle, Pathfinder, Shadowrun, Chroniques oubliées, et bien évidemment la communauté qui est derrière et qui, pour le moment, est un peu aux abois. C'est surtout que ça prouve encore une fois que là, c'est le énième depuis le début de la saison dont on parle dans ce monde du jeu de société. Donc ça commence à vraiment être problématique, je pense, pour le milieu. Et surtout, ça veut dire que même le financement participatif ne te permet pas de vivre ou de survivre. C'est-à-dire que de faire des précommandes où on t'avance l'argent pour pouvoir financer ton projet, ça suffit plus. En fait, si, ça pourrait, sauf que là, vu que Black Book a décidé de créer de l'emploi, a décidé d'avoir une boutique, forcément, du coup, ça alourdit. Et puis, il se prend l'explosion de la bulle Covid, en fait. Ouais, la bulle Covid a bien boosté, on va dire, tous ces trucs-là, et que là, on en est sorti, donc à un moment donné, les gens, ils reprennent leurs habitudes, en fait. Et ils font plus ces trucs-là. Après cette potentiellement fin de Black Book, ce qu'on n'espère pas, Baptiste, tu avais un petit coup de gueule à passer, mais attends, j'ai prévu pour toi la petite musique coup de gueule. Et oui, je suis chafouin parce que on va parler d'un jeu qui est sorti là très récemment, qui a été vu à Essen, qui s'appelle Tax the Rich. Taxer les riches, pour ceux qui ne sont pas amoureux de la langue de Shakespeare. C'est un jeu de pli satirique sur la lutte des classes. Les cartes représentent une hiérarchie sociale caricaturale, du plus pauvre au président. La règle de base est simple, la carte socialement la plus élevée gagne les plis, comme dans la vraie vie du monde réel de la réalité véritable, jusqu'à ce qu'il y ait une mécanique de révolution, alors qui casse pas trois pattes à un canard, parce qu'il y a plein de jeux qui font cette mécanique de révolution, et qui inverse les forces. Donc les pauvres deviennent les puissants. Et croyez-moi ou pas, juste ça met en ébullition Board Game Geek pour des réels problèmes liés à la politique et liés à la culture. On est en plein débat actuellement sur la taxation des plus riches, la taxe Zuckman en France. Ensuite, il y a une votation sur les grandes successions. Donc le thème du jeu n'est pas anodin. Et bizarrement, ça suffit pour avoir un review bombing massif sur BGG avant même la sortie du jeu.
Alors il a été présenté à Essen donc du coup quand on y était en octobre-novembre 2025. Le jeu a plu à ceux qui l'ont essayé puisque il y a plein de monde qui en parle sur YouTube, les chroniqueurs habituels de jeux de société. Mais sur Board Game Geek, c'est l'explosion. Au 1er novembre 2025, 52 notes à 10 sur 10, 31 notes à 1 sur 10. Ah oui. Sur 191 évaluations, soit 42% des gens qui pensent que ce jeu est soit un chef-d'œuvre absolu, soit une honte totale. Ouais, donc c'est vraiment des idées politiques là. Exactement. Et le problème, c'est que ces 42% n'ont certainement pas eu le temps de jouer au jeu, puisqu'le 1er novembre, il était à peine sorti dans le monde, et donc la plupart des gens n'ont pas pu y jouer. La moyenne de 6,4 ne reflète pas du tout ce que devrait être le jeu. Alors imaginez un jeu de société qui, avant même que quiconque ait pu ouvrir la boîte, se transforme Board Game Geek en la bible mondiale du jeu, en fait, en véritable champ de bataille idéologique. Alors dans un monde qui se fascise de plus en plus et qui penche de plus en plus à droite de la droite, certains y voient une propagande gaucho, anticapitaliste et mitraillent le jeu, donc mettent 1 sur 10. Et les autres décident de mettre 10 sur 10 parce que, tels des social justice warriors qui se respectent, ils compensent et ils essayent de combattre ces méchants gens qui sont contre les gauchos. Et on le voit aussi dans les commentaires qu'il peut y avoir sur la plateforme. Donc résultat, BGG devient le champ de bataille politique, l'exemple parfait de la dérive du système de notation communautaire. Bon, ça existait déjà dans plein de domaines, mais là, c'était assez fort pour qu'on puisse en parler, en fait. C'est dommage, en fait, que ces idées politiques viennent s'immiscer dans un monde... Surtout qu'il n'y a rien à dire sur le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites même pas une mécanique. Il y a un jeu qu'on voit chaque année à Essen depuis 3 ans, qui s'appelle Hégémonie, où là, on incarne vraiment des classes sociales. Les plus riches, le peuple, l'armée, enfin vraiment, on est dedans et on joue comme si on était le président du monde, en fait. Et c'est vraiment très très réaliste, et c'est quelque chose qui, justement, est beaucoup plus politique. Pour venir à BGG, ça pose la question de la manipulation des votes, ne serait-ce que par les influenceurs ou les militants. Il suffit juste de faire en sorte que vos militants votent en masse contre un jeu qui parlerait par exemple d'un sujet sur l'assimilation, sur le droit des femmes par exemple, ou le droit des communautés. Et bah d'un coup on pourrait avoir des militants anti-LGBT qui arriveraient à fond sur les plateformes pour décrédibiliser le jeu. Et puis ça montre aussi que même le jeu de société, comme tous les autres médias, cinéma, jeux vidéo, n'est pas exempt de ces tempêtes médiatiques. On se rappellera que Puerto Rico ou Endeavor ont dû justifier le thème qui rappelait la colonisation. On se souvient que Codenames et de sa polémique autour de la nouvelle version Harry Potter, avec des gens qui voulaient boycotter le jeu parce que J.K. Rowling, en fait, et les problèmes qu'elle a eu. On peut même parler de Daybreak, qui est génial, que les conservateurs ont attaqué après qu'il ait obtenu le Kennerspiel et l'As d'Or Expert à Cannes, parce que la thématique du réchauffement climatique était un peu trop visible, et que donc, du coup, là, c'était pas normal de faire la promotion de l'écologie et de tout ça. Souvenons-nous juste que le Monopoly glorifiait le capitalisme, oui, Risk glorifiait l'impérialisme, et il y avait vachement moins de mécontents. Peut-être que les intolérants sont toujours du même côté. Alors moi j'y vois au contraire une preuve que le monde du jeu de société est conscient et qu'il essaye de s'intégrer dans une société de son temps, qu'il essaye de montrer en fait les problématiques qui existent aujourd'hui. Et encore une fois, allez sur Tax the Rich parce que ça coûte pas grand chose et c'est juste un jeu de pli où on inverse les valeurs à un moment. Les créateurs ont simplement décidé de le mettre entre pauvres et riches, c'est tout. Ouais, mais je trouve ça dommage en fait, puisque encore une fois, le jeu de société, normalement, c'est un moment où on peut juste se détendre et se déconnecter du monde pour pouvoir jouer. Société. Voilà, ça, c'est. Mais malheureusement, encore une fois, la politique est présente partout. Merci en tout cas pour ce coup de gueule de ta part, Baptiste. C'est l'antre du geek Happiness. Toujours ensemble dans l'entre du geek jusqu'à 21h. Il est temps maintenant de passer à la chronique de Baptiste qui a envie de nous parler de ce jeu depuis un certain temps. Yo, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Il y a quelques temps, nous avons pu, avec l'entre du geek, nous déplacer à Essen à l'occasion du plus grand salon international de jeux de société. J'ai nommé le Spiel. Si les auditeurs ne le savaient pas, ouais, je préfère le redire. Je crois qu'il a jamais quitté Essen. Ça fait 3 semaines qu'il nous en parle non-stop. Tu dis ? Alors l'occasion pour une partie, osons le dire, la meilleure partie des chroniqueurs de l'entre du geek, de tester un jeu que l'on attendait avec impatience. Et visiblement, nous n'étions pas les seuls à vouloir essayer la nouvelle pépite de la gamme Seven Wonders. Une attente interminable au stand de l'éditeur, faite de placements stratégiques pour être les premiers à bondir sur la table de jeu, mais également de coups d'œil critiques pour comprendre le bazar avant de pouvoir s'installer. Il fallait avoir l'œil attentif en amont car notre interlocuteur, décidément c'est difficile ce soir, avait un accent anglais bien chaud à appréhender et du coup il ne fut pas aisé pour les tanches en langue étrangère que nous sommes d'intégrer les règles de ce nouveau jeu pourtant si simple. Jawohl, Fräulein, du sprichst... Oh, j'essaye. Ja.
Alors, donc, cette merveille D, parce que c'est la relance la plus nulle que tu m'aies faite depuis le début, hein, quand même. Cette merveille D dans la langue de Nabila est un jeu de la légende Antoine Boza, que l'on ne présente plus, puisqu'il a déjà été interviewé 2 fois par toi, Damien. Exactement. Surtout parce qu'il s'agit d'un des créateurs les plus populaires dans le monde ludéophile francophone. On lui doit notamment, en plus de la série Seven Wonders, les jeux Tokaido, Takenoko, l'adaptation de Dead Cells. Bon, voilà, des gros jeux qui ont bien marché en tout cas. Cette fois-ci, il n'est pas accompagné par Vincent Dutré ou Miguel Coimbra pour les illustrations, mais par Agnès Ripoche qui a participé au jeu de civilisation Nova Era qui va sortir en janvier 2026 et on en reparlera certainement. Le jeu est comme d'habitude produit par Repos Productions, ou Repos Production, je sais pas comment on le dit. Repos Productions, Ouais. d'après son chargé de com que j'ai rencontré également. En même temps, c'est belge, donc ça me Petit coucou à Clifford, ça me semble s'il logique. nous écoute. Alors l'édition me plaît bien, les plateaux de jeu et les dés sont de bonne qualité, la boîte de dés qui permet d'obtenir les valeurs est bien pensée, vu que le jeu est un roll and write, il a pris l'initiative de fournir des gros crayons effaçables avec les petites lingettes et je trouve que c'est plutôt cool parce que le jeu pense clairement à la réutilisation et vous propose un jeu clé en main. Attends, minute papillon, un roll and white. Ça fait longtemps aussi que je t'avais pas fait dire minute papillon, ça j'aime bien. Alors un roll and write est un type de jeu bien particulier, c'est un type de jeu qui est constitué de plusieurs aspects communs qui peuvent évidemment quelque peu changer selon le jeu, mais en gros dans un roll and write, tout le monde dispose d'un élément sur lequel écrire, dessiner, colorier ou cocher des cases. Ça c'est pour le côté write. Écrire en anglais. Pour l'aspect roll, il est souvent, mais pas toujours question de lancer les dés. Pas toujours, car certains jeux proposent de piocher des cartes plutôt que de lancer les dés. À ce moment-là, on préfère le terme flip and write. On pense notamment à Alice, qu'on a adoré à Essen. On pense aussi à des jeux très connus comme Cartographeur. Le fait de lancer des dés ou de piocher des cartes permet d'insérer une certaine part d'aléatoire que l'on va devoir appréhender à contrôler pour marquer le plus de points possible. Tout l'intérêt de cette mécanique réside dans le fait de devoir prendre des décisions en fonction des valeurs obtenues. Au hasard, bien sûr. Ce que vous obtenez des dés, des cartes ou de la mécanique de jeu s'appelle une valeur que vous devrez reproduire dans les cases de votre petite fiche. Tour après tour, vous remplissez la dite fiche pour compléter des suites, des schémas ou encore des tableaux qui vous permettront de scorer plus ou moins de points. Moi, j'adore cette mécanique. Elle demande peu de matos, justement. Elle permet de jouer avec un grand nombre de joueurs, ce qui est parfois une problématique quand on est entre copains. Et la rejouabilité est quasi infinie. Et si certains roll and write sont diablement stratégiques, ils restent tous accessibles au plus grand nombre. Bon, ok, tu nous as expliqué les roll and write, mais on joue comment à Seven Wonders Dice ? Et à chaque tour, on lance des dés. Ceux-ci sont disposés aléatoirement dans des compartiments. Chacun de ces compartiments possède un coût à payer pour utiliser les 10 dés, de 0 à 3 pièces. Vous choisissez et payez l'un des dés disponibles, et selon la couleur et le symbole choisi, vous complétez les cases de votre plateau de merveille. Ah, mais attends, enfin, ça sent un peu le réchauffé tout ça. Je comprends pas bien en quoi cette nouvelle version de Seven Wonders se démarque de ses concurrents. Effectivement, sur le papier, à l'Ouest, rien de nouveau. Comme vous le savez, j'attends toujours un petit twist de gameplay pour renouveler l'expérience dans les jeux de société. J'ai été convaincu par la façon de drafter avec cette shakebox, la boîte à mélange, où les dés finissent pour prendre une place particulière. Ça, c'est une belle trouvaille. Il y a aussi la nouvelle façon de faire la guerre avec l'histoire des boucliers qui nous permettent de se protéger face aux attaques, ce qui n'était pas possible dans la version de base. Et ça renouvelle du coup l'expérience guerrière de la licence. Par contre, je ne vais pas être aussi dithyrambique concernant les plateaux de jeu. Je trouve en effet, à mon grand regret, que les cases que l'on coche dans notre plateau de joueurs ne cassent pas 3 pattes à un canard. On n'a pas eu de dilemme, de réflexion sur comment faire des points. On coche tout simplement des cases dans lesquelles on va récupérer des bonus sous forme de PV ou alors de pièces, de réduction de coûts, de combos qui vont nous permettre de progresser dans le jeu de manière trop linéaire. Sans réelle interaction avec les autres et surtout sans une gestion de ressources très très folle. Et ça, c'est vraiment dommage. Ok, mais du coup, désolé, serais-tu en train d'insinuer que tu es déçu par un jeu Seven Wonders ? Et du coup, t'es provocateur, même un vilain provocateur, parce que Je suis un agitateur. Comme Jean-Pascal. Une bête à poil. Les auditeurs qui ne suivent pas toujours les chroniques de l'Entre du Geek, alors déjà, vous pouvez vous rattraper en podcastant les émissions sur les plateformes habituelles. Ensuite, vous devez aussi savoir que Seven Wonders, c'est ma Madeleine de Proust. C'est le premier jeu nouvelle génération, entre guillemets, auquel j'ai joué. J'ai adoré le système de draft, la petite gestion de ressources, moi qui n'avais joué qu'au Monopoly ou au Cluedo avant. J'ai vraiment poncé le bazar. J'aime bien aussi le fait de développer sa civilisation. Hein. Je suis assez fan de l'Antiquité. Il y a même eu un moment où ce jeu, j'y ai joué beaucoup, et je n'ai jamais été lassé par les parties. Même quand Laura décide de faire une OPA sur les cartes vertes pour pouvoir maximiser les points des symboles scientifiques, à bon entendeur. J'attendais donc avec impatience cette sortie parce que je suis fan et surtout parce que l'an passé, on avait été vraiment convaincus par la version Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Ouais, c'était génial. Et je me disais, j'aime bien la mécanique du roll and write, j'aime bien les dés,
J'aime bien Seven Wonders, normalement ça doit matcher, mais au même titre que j'aime le Ricard, le café et les dragibus, je ne suis pas certain que mixer les trois dans un cocktail soit une bonne idée de boisson. À consommer avec modération. Toujours. Les trois d'ailleurs. Les trois d'ailleurs. Et c'est là où je suis en désaccord avec le dieu Boza, qui t'avait dit en interview qu'il avait mis du temps à chercher l'équilibre du jeu avant de valider cette version. Pour moi, le jeu manque de peps, de nouveautés dans le gameplay et on s'éloigne même de l'esprit du jeu de base. En réalité, j'ai pas l'impression de jouer à Seven Wonders en jouant à la version DICE. Et ça, c'est dommage parce que je pense sincèrement qu'il y avait moyen. J'avais imaginé qu'on pouvait drafter directement les dés. Comme on s'échange les cartes dans le jeu de base, on aurait pu s'échanger les dés. Je voyais un roll and write un peu amélioré dans lequel on s'échange le pool de dés. Que l'on aurait recyclé toute la partie. J'aurais trouvé ça franchement fun parce que c'est une mécanique qu'on voit jamais. On aurait pu également avoir des pouvoirs particuliers, davantage asymétriques pour des merveilles avec des illustrations personnalisées, comme dans la version de base. Peut-être qu'il était aussi possible de renforcer l'interaction entre nous en instaurant une concurrence au moment de choisir les dés. Une priorité de tour, rendant inaccessible l'utilisation des dés déjà choisis. Alors du coup, je me pose la question, parce que Boza, c'est quand même, comme tu l'as dit, un dieu reconnu et talentueux. Mais du coup, comment t'expliques que ça fonctionne pas du tout cette fois ? Alors pas du tout, on va quand même se calmer, c'est quand même un bon jeu, enfin un jeu accessible et sympa, on va y revenir, mais c'est pas le jeu super que j'attendais, c'est surtout ça qui me pose problème, et un génie a le droit de se louper de temps en temps, ça le rend humain, mais je pense pas qu'il soit vraiment responsable. Repos Productions, c'est une filiale d'Asmodée. Et donc, comme on l'a dit la semaine dernière, Asmodée mise sur une stratégie de vente basée sur des jeux sympas, qui vont pouvoir être accessibles au plus grand nombre pour pouvoir vendre des jeux au plus grand nombre, les sous-sous dans la poche. Et du coup, c'est là où je ne peux blâmer Antoine Boza. Je pense sincèrement que Boza a proposé un produit qu'il jugeait équilibré et la meilleure version pour son idée. Lui, il a le temps, c'est le créateur, et aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Mais comme dans n'importe quel jeu, il y a des tests faits sur les joueurs à la base pour savoir s'il y a des problèmes au niveau du gameplay ou dans l'enchaînement des parties, et surtout aussi pour savoir si le jeu va plaire. Les testeurs sont légion au moment de sortir les tests sont légion au moment de sortir un nouveau jeu, et autant veut dire que les grosses boîtes de prod qui commencent un petit peu à être frileuses au moment d'aligner la thune ne vont prendre aucun risque lors d'un lancement de jeu. Et là, du coup, j'ai une théorie. Attention, je pense que ce groupe test de joueurs n'était pas composé de joueurs, en tout cas que de joueurs confirmés ou réguliers. Je pense au contraire que les joueurs ont dû être ciblés pour présenter Seven Wonders DICE à des joueurs occasionnels. Et l'objectif était de voir comment ceux-ci allaient réagir face à cette nouvelle version. Ce n'est qu'une théorie, j'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance, c'est une supposition bien sûr, mais le jeu donne vraiment cette impression-là. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne jouait pas à Seven Wonders en jouant à sa version DICE. Le public ciblé n'était peut-être pas celui du jeu original, et c'est ça qui me déçoit un petit peu finalement. Et tu penses pas aussi que ça pourrait être tout simplement le fait que c'est Antoine Boza, c'est Seven Wonders, donc forcément on signe ? Pour Repos Productions, c'est la boîte où il a toujours été associé, donc je pense qu'il y a ça. Je pense que finalement Asmodée a besoin de sa poule aux œufs d'or aussi, des sorties régulières. Et donc finalement, quand Boza est content, on se dit si le chef est content, on y va. Je pense juste que peut-être que s'il y avait eu des joueurs, mais vraiment limite pour le coup des geeks de Seven Wonders comme moi, on aurait peut-être pu relever ces problèmes dans les retours de test. Mais à mon avis, c'est le fait de le vendre au plus grand nombre qui compte. Après, il pêche pas par excès de confiance aussi, Antoine Boza. Il est aussi sympa soit-il. Tu vois, le gars, il se dit j'ai fait un architecte qui fonctionne bien, qui simplifie le gameplay. Donc là, je retente l'expérience avec une version roll and write. Et peut-être que du coup, il se dit ça va marcher. La franchise, elle marche. Mon nom, il marche. Tu vois, j'ai pas besoin de me prendre la tête plus que ça aussi. Alors, tu blasphèmes là. Mais, sans doute. Mais c'est vrai qu'au final... Je suis d'accord avec toi pour ça, je pense que c'est possible, mais à mon sens, je pense aussi que le contexte du jeu avec un Asmodée qui a besoin d'avoir des grosses rentrées d'argent, parce qu'on rappelle, c'est Seven Wonders Duel, c'est 2 millions de ventes, Duel pour la Terre du Milieu, c'est plus d'1 million de ventes, je pense vraiment que finalement, le contexte fait que Boza n'a pas eu aussi à chercher plus loin. Ouais, il y a peut-être ça aussi, mais après, encore une fois, je pense que, comme tu le dis, le contexte fait que... Ouais, non mais effectivement, après la question c'est est-ce que c'est pas une mauvaise idée de vouloir cibler un nouveau public qui se lancerait peut-être pas. Effectivement, il y a des nouveaux joueurs à gagner, on l'évoquait tout à l'heure sur l'idée d'aller capter un nouveau public qui peut être intéressé mais qui peut être hésitant sur un jeu parfois cher, parfois lourd. Là, l'idée c'est de cibler quelque chose de, comme tu dis, peut-être plus sympa, un petit peu plus massif quand même, mais plus sympa. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est dommageable? Finalement, c'est peut-être des nouveaux joueurs qui vont être acquis à la cause. Je pense pas que ça soit dommageable, mais est-ce que ça respecte du coup le côté Seven Wonders? Alors, c'était un peu fort, pardon, excuse-moi. Moi, je suis d'accord avec le fait que c'est pas grave pour le monde du jeu de société.
parce que du coup, on va aller avoir des joueurs qui vont venir et qui vont revenir rejouer. C'est même la conclusion que j'en fais après avoir joué à plusieurs fois à ce jeu. Le problème, c'est que, franchement, ça, c'est mon petit cœur de fan qui parle. C'est-à-dire que ce jeu-là, je l'adore toujours, et j'y rejoue encore, j'y joue même avec mon fils parce que je lui ai fait découvrir. Et je trouvais que le Roll and Write, il y avait plein de choses nouvelles à faire. Et il nous a toujours un petit peu surpris avec le gameplay. Encore une fois, pas un truc révolutionnaire, mais des petites choses qui changent. Et lui, dans son interview, la seule chose qu'il t'a dit, c'est quand j'ai trouvé la checkbox, c'était génial, ça y est, je savais que le jeu était équilibré. Et ben, je trouve qu'il y avait d'autres choses à faire, à rajouter. C'est juste ça. Des dés, ce genre de choses. Mais après, ça demandait forcément un coût de fabrication plus important. Ouais, moi, j'imaginais vraiment au départ, quand la veille, moi, j'avais pas testé le jeu. Et la personne, je suis désolée, nous a expliqué d'une façon, moi, j'avais compris que on sélectionnait des dés. Et du coup, il y avait une idée de on sélectionne un dé, donc on entrave aussi le choix des autres. Et du coup, il y avait plus d'interaction. Et moi, j'avais projeter ça davantage, où je me suis dit le fait de sélectionner et de un dé en particulier, et du coup ça bloque à tour de, enfin ça bloque parce que tu as pris un dé qui va bloquer les joueurs d'après, qui va lui-même choisir un dé, tu vois, ça va complexifier un peu la mécanique et tes choix aussi. Et là, en fait, le fait qu'on sélectionne tous le même dé, qu'il n'y a pas que très vite, comme l'a dit Baptiste, on a des ressources et du coup, il n'y a pas épuisement du stock, et donc tu n'es jamais bloqué par le jeu et tu n'as pas vraiment d'interaction en fait. Ouais, et puis alors, là, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je disais, je trouve ça dommage parce que pour l'interaction, mais surtout même la gestion de ressources. Dans le jeu de base, et même dans le duel, on a ce côté, j'ai quelques ressources, si j'ai pas les ressources, je peux pas mettre la super carte que j'adore qui ferait changer le jeu, ou je peux pas bloquer les autres adversaires parce que, si je lui pique cette carte-là, elle me sert un petit peu, mais lui, il en a vraiment besoin, donc c'est gagnant-gagnant. Oui. Là, très vite, on a toutes nos ressources, même si on en a que 4 sur 6, ça suffit. Avec les pièces, on va se débrouiller. Et il n'y a plus d'interaction avec les autres. Et c'est dommage parce qu'il a pensé au coup des boucliers pour se bagarrer. Ouais, mais c'est le seul truc. Mais pareil, les boucliers. C'est vraiment dommage en fait. Puis pareil, la guerre, une fois que tu as fait ta guerre, une fois que tu as fait tes boucliers, bah voilà, tu joues tout seul dans ton coin, quoi. Bah oui, voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, Seven Wonders, c'est un jeu à la base qui est très. C'est très interactif. Il y a beaucoup plus d'interaction dans d'autres jeux. Mais là, la mécanique du draft avec les cartes qu'on peut se piquer, elle est très très présente. Et là, du coup, avec les dés, effectivement, on l'a pas. Et c'est vrai que le côté tactique un peu est limité en fait. Tu essayes de regarder un peu ce que font les autres pour terminer à point nommé, pour pas que les autres engrangent trop de points, mais sinon tu tactiques pas des masses. Autre souci également que j'ai remarqué, c'est que finalement là, comme on le disait, avant on sélectionnait une cité, on sélectionnait une merveille qui avait des pouvoirs particuliers. Là concrètement, il n'y a pas plus de changements que ça. Évidemment, que tu prennes là déjà, il n'y a même pas des villes prédéfinies, c'est rouge, violet, c'est des couleurs en fait. Et on a tous plus ou moins les mêmes pouvoirs, ça change pas grand chose. Et même les illustrations, je trouve que quand on avait les illustrations de la version de base, on avait vraiment le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie. Et là, en fait, c'est à peu près la même cité qui change un petit peu en haut. C'est un peu minimaliste, donc on peut l'accepter ça. Mais je trouve quand même que ça manque c'est pas ce qu'on a eu à la base, quoi, en fait. C'est ça que je comprends pas, parce qu'il le disait dans une interview que vous pouvez réécouter sur Happiness Interviews sur toutes les plateformes et sur le site happinessradio.fr. Dans l'interview, il disait que ça avait duré 7 à 8 ans pour créer ce jeu. Et je me dis, 7 à 8 ans pour ça, bof quoi. Il y a peut-être une bonne nouvelle finalement, un truc de conciliation. C'est qu'en fait, il n'y a pas un jeu, mais il y en a deux. Il y a celui qui est en vente là dans les boutiques, qui cible un nouveau public, qui convainc, ça dépend, des nouveaux joueurs peut-être, des aficionados peut-être moins. Et globalement, dans tout ce que j'ai entendu là, il y a le potentiel pour faire une fan version totalement entre vous, limite en crowdfunding. Normalement, je pense que ça peut fonctionner si vous vous appropriez le jeu, si vous vous développez et si vous faites le vôtre. C'est dur quand t'es déçu d'un film de dire ouais, donne-moi une caméra, je vais te le refaire. Peut-être plus facile sur un jeu de société, Snyder pas l'a simple, fait. mais version SFD, ou en tout cas plutôt fan version, je pense qu'il y a du potentiel dans tout ce que j'ai entendu dans la chronique. Du coup, tiens-toi prêt, Antoine Boza, c'est nous qui sommes la tête d'affiche de scène l'année prochaine. Alors, en plus, moi, quand j'avais le jeu de base, j'ai téléchargé des PDF de nouvelles cartes que des fans avaient fait. On avait même joué avec plein de versions, des nouvelles merveilles et tout. C'était très bien. Donc autant dire que ça serait un truc qui serait possible. Bon, ça vous empêche pas quand même de l'acheter parce que ce jeu conviendra à beaucoup de gens. Ça sera un succès commercial, c'est sûr. Encore une fois, l'accessibilité fait que vous allez pouvoir l'utiliser comme porte d'entrée dans le monde du jeu de société. Mais ça, c'est pas le meilleur de la série, c'est juste ça.
Et de toute façon, c'est là l'essentiel, que ça puisse être joué par un paquet de monde. Aujourd'hui, il faut convertir un public pour jouer, attirer les gens qui vont lancer les dés, poser des cartes, cocher des cases, gérer les ressources. Pourquoi ? Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et que finalement, le plus important n'est pas le jeu auquel vous jouez, mais les personnes avec qui vous jouez. Merci Baptiste en tout cas pour cette review du jeu Seven Wonders Dice qui est maintenant disponible un peu partout dans toutes les bonnes boutiques ludiques. C'est l'entre du geek. Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Vous êtes toujours dans l'entre du geek et on est sur Happiness, il est 20h. Happiness Radio, votre radio locale. L'entre du geek sur Happiness. Toujours dans l'entre du geek jusqu'à 21h tous ensemble. Il est temps maintenant de passer au sujet de la semaine, ce sujet qui a beaucoup fait parler de lui. Je parle bien sûr de la Steam Machine et de Valve, son éditeur, qui a un peu retourné Internet dernièrement avec sa nouvelle console. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça une console ? C'est une grande question, puisqu'en fait, tout simplement, la Steam Machine, qu'est-ce que c'est ? C'est une tentative de créer un PC de salon standardisé qui fonctionne sous l'OS de Steam, que l'on connaît bien, basé du coup sur Linux, pour les plus érudits dans le domaine. Et l'idée, c'est d'offrir une expérience très proche de la console, avec du coup un écosystème Steam, permettant du coup d'accéder à toute la bibliothèque Steam sur sa télévision, sans avoir forcément à monter un PC gaming hyper complexe. Donc voilà, faut se rappeler que c'est pas la première fois que Valve essaye de se lancer dans ce genre de choses, puisqu'on rappelle en 2015 avec sa première génération qui avait été un échec total. Je me rappelle plus, Mika, toi tu te souviens du nom ? C'est la première génération, pas du tout. Oui. Arnaud a un problème, c'est pas grave. Vas-y, Mika, vas-y. Ah non, c'est bon. Donc là, la première génération, j'ai pas du tout connu. Je sais qu'ils ont fait énormément de choses, Steam. Ils apprennent tout le temps. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même souligner. Ils ont commencé par, effectivement, cette console qui s'est un peu loupée. Après, ils sont passés sur le Steam Deck, l'Index. Enfin, ils ont fait pas mal de choses. On va en reparler parce que ça reste un parcours de Valve qui commence à rentrer dans l'univers de la console et de façon très agressive quand même. Ça, faut savoir qu'en effet, comme tu le disais, donc en 2015, il y a eu cet échec. Notamment, les problèmes, c'était tout simplement peu de jeux qui étaient compatibles avec ce système. Ils ont toujours le problème d'ailleurs. Sur le Steam Deck, ils ont peu de jeux qui sont compatibles. C'est ça, c'est quand même plus cher qu'une console classique. Baptiste ? Moi, c'est une question de néophyte total. Quand un jeu sort que sur PS, par exemple sur PlayStation, est-ce que PlayStation met des billes dedans pour s'assurer qu'ils ne sortent que sur leur plateforme? Oui, ça s'appelle des exclus. Ouais, mais c'est plus d'actualité. Enfin, quand tu regardes, il y a les exclus, ça dure un temps et puis après, c'est exclus sur les autres plateformes. Les exclus maintenant, c'est payé pendant un certain temps et après, à un moment donné, l'exclu se lève et elle peut partir sur d'autres plateformes. Okay. Ça a pas mal changé. Maintenant, on n'est plus vraiment dans ce genre-là. Mais tu parlais tout à l'heure de console en 2015, mais c'est en réalité pas une console étant donné que c'est Steam Link. Oui, c'est pas une console. C'est juste en fait, moi je l'ai à la maison et ça c'est fonctionne comme ça très que bien. Ça a été présenté. C'est adapté sur tous les jeux. Là, à l'heure actuelle, ils ont dû sûrement faire un effort par rapport à l'époque. D'ailleurs, ils font toujours encore des mises à jour. D'ailleurs, ils entretiennent toujours le Steam Link. Et juste pour rappel, voilà, le Steam Link, ce qui permet tout simplement, je sais pas, moi je suis au rez-de-chaussée, je joue sur ma télé avec une manette d'Xbox ou de PlayStation, ça passe, ou clavier souris. C'est connecté sur mon PC là-haut en même temps, en Wi-Fi par le réseau. Et le PC sert simplement de stream. Mais ça fonctionne parfaitement. Oui, ils ont quand même mis en place pas mal de techno pour que Steam puisse jouer avec d'autres joueurs sans forcément avoir le jeu. Le Steam Link, il y a, je sais plus c'est quoi le système, mais en gros... c'est du Linux aussi purement. Oui, Linux, mais par exemple, ils ont aussi mis une nouvelle techno qui disait que tu peux faire du jeu local en ligne. Enfin, ils ont quand même développé pas mal de choses pour le jeu vidéo. Après, derrière, pour ce qui est la Steam Machine à elle toute seule, c'est un PC, mais vendu comme une console. C'est ça, donc c'est prévu pour sortir en 2026. Du coup, prochaine génération, avec une 6 fois plus de puissance que le Steam Deck. Selon Valve, on reste selon Valve. Donc il y aura deux modèles, un à 512 Go, un à 2 Tera carrément, avec notamment possibilité de prendre avec le Steam Controller et un casque VR autonome. Le prix entre 400 et 800 € selon les configs. Alors pour être plus précis, j'ai quand même recherché, on est plus aux alentours de 569 €.
Ça va. Je trouve que pour une console, C'est le prix d'une console qui est proche de la PS5 maintenant. C'est ça. hein. Surtout de la puissance que ça peut délivrer en fait. C'est quasiment aussi une PS5 en termes de puissance quand ça a été considéré. Steam, il faut rappeler et c'est pas le patron qui impose de travailler sur un sujet, c'est en tant que salarié, c'est bah tiens, j'ai une idée, je vais travailler sur tel projet. En fait, tu te places sur les projets que tu souhaites en fait aller. Et là, je pense qu'ils sont sur une bonne vague en fait justement en proposant ce type de machine justement. Bah, surtout alors, est-ce que c'est voulu ou pas? J'en sais rien, mais je sais qu'ils viennent entre guillemets d'annoncer une console de salon Ils viennent de se glisser au moment où Xbox dit je ne veux plus faire de consoles de salon, je veux faire des consoles élitistes. Ce qui fait qu'il n'y avait que Sony qui était sur le marché et Valve arrive avec son annonce en mode bonjour, on prend la place. Mais à la différence de Sony, Valve par contre a la possibilité d'avoir un catalogue énorme. C'est là la différence et la force. Les jeux d'indé, il y a une masse, les jeux AAA, il y en a une masse. Et tout en démat par contre. Ouais, tout en démat par contre, le souci qui va arriver, c'est moi, parce que je connais quelqu'un qui a le Steam Deck pour le coup, et du coup j'ai testé le Steam Deck. C'est est-ce que ça va être adapté pour tous les jeux seront adaptés pour le Steam Deck, le Steam console ou pas? Parce que le Steam Deck, il faut savoir, c'est que c'est un développement à part pour que le jeu puisse fonctionner. Le Steam Deck, il a des contingences matérielles assez fortes, quoi. Comment tu fais tenir de la puissance dans quelque chose qui tient dans la main, qui est portable, qui a une autonomie, etc. Dans une PSP, quoi. Enfin, ouais, mais tu as moins le problème sur ce type de machine. Et si Valve fait beaucoup d'itérations, tests, essais, il y a aussi la question de la fenêtre de tir et du moment. Ouais. Et le moment, il est vraiment opportun. Effectivement, le moment où Xbox laisse plus ou moins tomber les machines et les développements, le prix des machines qui ne baisse pas, pour la première fois, les machines, quand elles sortent, ne diminuent pas à la boutique. Au contraire, ça augmente. Tout le monde, enfin, je sais pas, on a été nombreux à l'annonce du prix de la Switch 2, un peu plus de 450 €, de se dire, ouais, ok, on commence à flirter avec le prix du Steam Deck. Bah ouais. Pourquoi pas pour le même prix. Et là, on est à peu près dans la même configuration. Clairement. Tu parlais de PC de salon, les PC ils sont plus dans les salons. Les PC, les machines de guerre sont dans les chambres, sont dans les pièces, c'est plus un objet partagé. Ce qui est encore la fonction de la console. Hein. La console, c'est un objet qui se veut parfois familial, au milieu de la salon, sur la télé, qui prend place, il y a des alternatives portables, mais c'est partagé par tous. Et de ce point de vue-là, sur ce qui existe sur le marché, le prix, la compétence et l'envie d'aller vers des nouveaux jeux, parce que le catalogue, on est bien d'accord, il est gigantesque. Et surtout, on arrive à voir comme on a dit, les exclus qui sautent et donc les jeux PS4 par exemple ou PS5 qui arrivent 2 ans après sur Steam obtenables. Le seul souci que je mettrais, c'est la puissance de la machine. Est-ce qu'elle va suivre? Bah, apparemment, d'après justement, c'est marrant que tu cales ça tout de suite. D'après Steam, d'après Valve, ça représenterait 70% des PC en fait gamers. En fait, ça a une telle puissance, ça va arriver à peu près à 70% aux alentours de ce pourcentage-là. En fait, ils vont mettre un processeur apparemment assez conséquent qui va être assez apparemment, d'après ce qu'ils disent, assez puissant par rapport à ce qu'on nous on peut connaître. Dans un PC gamer, tu mets 1200, 1300, là tu vas mettre 500, 600 balles. Après, j'ai vu qu'il y aurait que 8 Go de VRAM. Oui, c'est ça. Alors après, c'est sur le modèle de base. Mais du coup, forcément, ça va limiter les performances pour des gros jeux 4K du genre GTA 6 ou Call of Duty. C'est la grosse peur qui se met là. Déjà, alors après c'est encore une remarque de néophyte, hein, mais est-ce que le gamer, le vrai gamer, même je peux pas dire lambda, mais entre guillemets le gars qui joue tout le temps, ou la fille d'ailleurs, est-ce que il joue à Call of ou à GTA? Oui. Non, tout le temps. clairement pas. Clairement pas. C'est pas le public cible, je veux dire. C'est pas le public cible, oui et non. C'est qu'on a quand même une grosse partie des gamers qui se contentent de jouer à FIFA, Call of Duty et GTA. Mais FIFA, t'as pas besoin de performance. Et pour les ils sont en recherche de performance justement parce qu'ils veulent. En fait, c'est bête à dire, mais c'est presque un concours de celui qui a la plus grosse. En disant, moi, j'ai une meilleure performance, je joue à Call of, qu'à Call of, mais j'ai une bonne performance. Faut savoir une chose. Alors là aussi, la carte graphique, je viens de trouver à peu près l'équivalent. Ce sera un entour de 8 Go, mais il faut savoir aussi que le système tourne sur Linux. Et sur Linux, ça fonctionne beaucoup moins de performance que sur un Windows classique, et donc on gagne beaucoup plus d'FPS et de puissance en globalité. Alors est-ce qu'effectivement ça va faire tourner un GTA 5 en Ultra 4K en Ultra? Je ne pense pas. Mais au moins ce sera une qualité, je pense, assez intéressante. Après, Windows commence à travailler sur un allègement de leur OS pour le jeu vidéo. Ouais, mais ils sont vachement en retard. Ils sont en retard. Ils sont très, et très en c'est retard. pas entièrement vrai pour les 8 Go. On est à 16 Go de RAM plus 8 Go en DDR6, donc une nouvelle génération. À voir ce que ça va mal. Ça peut concurrencer PlayStation ou pas?
clairement. Je pense, oui, Ouais. totalement. Ils ont du souci à se faire. En fait, ce qui peut concurrencer PlayStation, c'est que là, pour le coup, c'est le catalogue qu'il y a derrière. C'est que PlayStation, ben voilà, ça c'était limité aux jeux que tu dois acheter sur CD, etc. Là, on a tous les jeux déjà qu'on a achetés sur Steam. On sait combien de joueurs sur Steam ont des centaines et des centaines de jeux, moi y compris, dont j'ai pas joué à même pas un quart d'entre eux. Et il y a une possibilité énorme. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi, je pense, la stratégie commerciale de Valve, c'est le fait d'instaurer la Steam Machine pour pouvoir pousser les joueurs à aller sur Steam et prendre sur Steam. Tu voulais dire quelque chose, Benoît ? Ouais, il faut quand même pas oublier, c'est un peu, on revient sur Seven Wonders Dice. Finalement, le PC gamer c'est bien, mais moi je vois pas ma mère aller dans un magasin de boutique informatique et commencer à développer un tout petit peu les composants, la taille, la RAM, la carte graphique. On verra la mise sur le marché de Valve, mais il y a un petit côté, le gaming PC à la portée du néophyte qui n'y connaît rien et qui part avec sa petite boîte, accessible à tous, sans trop se poser de questions et d'aller feuilleter le catalogue des composants. C'est exactement ça. Avant de laisser la parole à Arnaud sur la manette, pour répondre à cette question, le problème c'est que Valve ne vend que sur son portail, comparé à PlayStation qui vend sur les marchands. Donc ça va être compliqué. Là, tu n'iras pas à Auchan ou Micromania ou Leclerc, Carrefour ou autre prendre le truc, ça c'est clair. Ça. Mais je pense que Arnaud va parler de la manette. Je fais juste un mini rollback concernant les performances. Vous avez tous connu les sondages Steam qui vous dit vous avez quoi comme carte graphique, machin, votre résolution, etc. Et ils ont remarqué en fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent sur du 1080p. Donc moi je pense qu'ils ont fait leur machine par rapport aux sondages qui ont été faits pendant plusieurs années. Sûrement. Après, en regardant les composants, franchement c'est un PC moyenne gamme, donc on peut faire pas mal de choses. Et moi, toujours, enfin là, les sous-sous dans la peau poche, on peut quand même encore changer la façade de la machine. Oui, on peut changer la façade. Donc c'est purement cosmétique. C'est cosmétique, c'est pour les pigeons, pour pouvoir changer son petit truc et tout. Il y a pire que cosmétique, c'est leur manette. Ils ont fait une manette complètement Ils l'ont unique. revisité. Ils l'ont revisité entier parce que la manette, il y a des trackpads dessus. Ouais, ça c'est énorme. Vous voyez les trucs sur les PC portables. Il y en a 2 sur la manette. La manette est grosse, elle est assez énorme. Voilà, je trouve qu'elle est pas ergonomique. Je pense qu'ils auraient dû en faire un truc à côté, le trackpad. Après, à voir si ça fonctionne. Après, mais t'as beaucoup de multitudes de boutons. Peut-être il y a un confort aussi, que tout a été peut-être étudié à 100% pour que tout soit bien optimisé. Et le problème, c'est que je vois les trackpads juste en dessous au niveau des paumes. Oui, tout à fait. Ouais, mais des joysticks. Sauf que comparé à PlayStation, Microsoft ou autre, c'est que tu vas pouvoir brancher n'importe quelle manette dessus. Mais je après, pense. Regarde, ça, par contre, il faudra voir. Ça, parce que ça, ils sortent leur contrôleur, mais moi, je suis persuadé que la machine, ils vont la sortir déjà sans contrôleur de base, puisque d'ailleurs, oui, c'est un complément, je pense. Je pense qu'on peut même brancher un clavier, une souris dessus. Tu peux brancher ce que tu veux. Donc, à la rigueur, qui tente un truc avec leur manette, on s'en fiche. Si toi tu préfères la manette PS5 ou la manette Xbox, tu branches et t'es tranquille. C'est certain. Tu peux même brancher la manette Switch. Si ça fonctionne avec le Steam Link, ça doit fonctionner pareil. Clairement, mais encore une fois, peut-être que la manette est une bonne idée parce que les trackpads pour le FPS sur une manette, ça peut donner un niveau de précision intéressant. Encore une fois, faudra voir. Moi, je trouve que la manette est vachement grosse. Pour conclure, est-ce que on conseille quand même d'acheter ou pas, ou est-ce que on attend ? Faut attendre que les premières personnes, je pense, attendre de voir les plâtres. Et voilà. Et petite précision sur la manette, elle a 35 heures d'autonomie. Ah oui, quand même, pas mal. Ouais, on va attendre le préofficiel et les retours. Hein. Mais par contre, regarde ça de près. C'est vraiment curieux et intéressant. C'est ça, parce que à voir si ça fait comme le Steam Deck ou est-ce que c'est vraiment tous les jeux abordables, parce que du coup, ça sera pas la même promesse derrière. T'embrouilles. C'était donc la Steam Machine et on se retrouve dans quelques instants. Sur Happiness. Toujours ensemble avec l'entre du geek après cette symphonie de Florent Mott de Mozart l'Opéra Rock. Ah non, c'était plutôt la voix d'Arnaud qui me faisait plaisir d'entendre. Pourquoi Arnaud chantait la symphonie ? Non, il était en train d'annoncer la chronique. Il est tellement habitué à m'entendre tout le temps qu'il je n'existe plus. Je suis constamment avec lui. En attendant, une voix off. On continue. C'est vrai. Je ne suis pas qu'une voix off. On continue l'actualité jeux vidéo avec notamment Benoît qui veut nous parler d'un report d'ailleurs qui fait grand bruit, je pense. Ah. Eh ben oui, GTA 6 ne sortira pas au mois de mai 2026. J'ai posé mes congés. Oh mince alors. Non mais tu déconnes, mais il y en a je pense qui ont posé des congés. C'est certain, j'en suis certain, je mettrai mes mains coupées. Encore une année, 19 novembre 2026, soit le 3e jeudi du mois. Faut-il y voir
une attaque frontale du studio Rockstar face à une institution telle que le Beaujolais Nouveau en France. Rien n'est impossible. Non, bon, globalement, alors si vous l'attendez, si les gens l'attendaient, s'ils avaient posé une semaine de congé, bon, ils vont être déçus. Si on s'en fout, on s'en fout. Ah non, mais j'avais mis ma femme enceinte exprès pour qu'elle accouche à ce moment-là. J'avais mon congé paternité. Sauf que... faut décaler l'accouchement. Mais par contre, l'important, il est peut-être ailleurs, il est peut-être caché ailleurs. Une sortie de jeu, en fait, ça se prépare. C'est pas facile à estimer. C'est un exercice très compliqué. Et même malgré ce flou, il faut imaginer mettre en place des trailers. Il va falloir développer une communauté. Il faut alimenter les réseaux sociaux, les médias. Il faut imprimer des disques, les diffuser, les sortir. C'est énorme. Des années de développement vont se jouer sur ce moment-là. Et Rockstar n'aura aucun souci. Rockstar aura un boulevard. On va bouffer tous du GTA, on le sait, dans tous les médias spécialisés, les médias généralistes. Et de ce fait, personne n'a envie d'affronter Rockstar. Personne n'a envie de sortir son jeu au même moment. Et à chaque annonce, forcément, c'est plein de studios qui se demandent quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend, on reporte, ou alors on met les bouchées doubles, on rush et on sort le jeu aujourd'hui. Et en fait, dès que Rockstar bouge, c'est tout l'écosystème qui est chamboulé. Moi, ma crainte, c'est une Summer Game Fest bien riche, un planning de sortie en septembre, mais alors costaud, personne n'ira au fight sur les vacances de fin d'année, sur les cadeaux de Noël. Résultat, je pense qu'on est parti pour du crush dans pas mal d'équipes, histoire que ce soit prêt à temps. Voilà. C'est vrai que c'est un problème, ça, le crush. Baptiste. Le 19 novembre, le troisième jeudi du mois aux États-Unis, c'est Thanksgiving, ou alors c'est la semaine suivante, donc ça tombe. Black Friday. Black Friday juste après. En fait, c'est pas le Beaujolais, mais la date elle est quand même pas choisie au hasard. Ils sont quand même pas neuneux. Et effectivement, s'ils sont les seuls, ils vont encore tout rafler. Et encore une fois, les gros sous dans la poche. Il est temps maintenant de passer aussi à un jeu fantastique. Mais attends. Il y a un truc que je comprends pas. Tu me dis qu'il est pas nominé ? C'est quoi ce bordel ? Les annonces des Game Awards sont tombées. Les Game Awards, ce sera le 11 décembre. Alors, on va prendre ça comme un indicateur, des signaux. C'est pas quelque chose de si important. Bon, évidemment, par contre, je pense qu'à la lecture, on a tous pensé à toi, Damien. Je sais pas qui a osé vraiment te l'annoncer. Grosse déception. Ah non, mais là, je suis en PLS. Voilà, tout le monde l'imaginait, jeu de l'année, avec un festival de nomination. Résultat, voilà, meilleur titre en français. C'est léger. Bon, voilà, l'éléphant dans la pièce, c'est fait. Allez, ça ne marche pas. 12 nominations, c'est l'annonce officielle. C'est énorme. Ils sont partout. C'est le record. Ils sont dans toutes les catégories. C'est le record. Ils sont vraiment même partout. On pourra en discuter. 12 nominations, c'est suivi juste en dessous par Death Stranding 2 et Ghost of Yotei. Suivent après Hollow Knight, Silksong et Hades 2. On retrouve à peu près tous les petits. On va juste ajouter dans la catégorie du meilleur jeu de l'année le Donkey Kong Bonanza et Kingdom Come. Ouais, non. Voilà. Non, clairement, là, il va tout rafler. Il va avoir le jeu vidéo de l'année. Il sera magnifique. Et puis voilà. Il a raflé déjà beaucoup de choses, hein. Est-ce que avoir être nominé dans toutes les catégories, c'est pas aussi l'assurance qu'il aura pas le jeu de l'année ou Non, mais il ne peut pas ne pas l'avoir. Franchement, il a tellement. Je pense à un certain film qui avait été nominé comme ça au César, qui a été présent dans toutes les catégories et qui n'a rien eu. On pense au Comte de Monte Cristo comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais attends. Sauf qu'il y a une chose, c'est que les Césars, on va être très honnête, c'est fait par par un groupe francophone un peu élitiste qui a du mal avec les films grand public. Et pas le jeu vidéo. Là, non. Justement, les Game Awards, non, parce que tout le monde disait que si GTA 6 sortait à ce moment-là, c'est GTA 6 qui l'aurait. Et en 2026, c'est ce qui va se passer. GTA 6 va l'avoir. Alors que pour moi, il ne mérite pas forcément. Mais là, Clair Obscur, qui a un jeu fantastique, unanime, tout le monde est unanime, que ce soit les joueurs, la presse, on est tous français. C'est un joueur français. C'est français. Et pas d'un gros studio en plus. Soundfall, ça reste un petit studio, ils sont 30. Rappelons-le. On disait que Hollow Knight était quand même un sérieux candidat aussi. Oui, mais sauf que sa difficulté énorme a fait qu'il s'est pris un gros coup dans l'aile. On va être très honnête. Et alors, je rappelle que c'est le moment où il faut intervenir si on ne veut pas que l'émission se termine
uniquement sur Clair Obscur jusqu'à la fin en laissant Damien. Non mais tu me dis, parce que moi l'émission je peux la gérer, je sais balancer les sons, on peut séquestrer, on le met au grenier, on n'en parle plus. C'est moi Clair Obscur. Clairement, Clair Obscur est un sérieux prétendant. Malgré toutes les qualités, il se trouve aussi que le Silksong est une suite. Ça joue, ça dévalorise, tout comme Hades 2, qui, pour moi, le jeu de l'année, est une suite d'un jeu qui avait déjà eu le jeu de l'année. Donc forcément, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile. Après, Hades 2, quand même, aura pas mal de nominations parce que, ayant joué au 1 et au 2, par exemple, le 2 a une histoire beaucoup mieux écrite, beaucoup plus poussée, beaucoup plus travaillée. Il y a beaucoup plus de gameplay, de choses qui ont été ajoutées. Oui, ça a l'air très très sympa. Il est extrêmement... Vraiment, ils ont pris tout ce qui était bon dans le 1 et ils l'ont juste augmenté. Mais par contre, on est d'accord que ça montre une chose, c'est que vraiment, les gros studios sont dans l'erreur totale, puisque ce qui marche le plus, c'est les petits studios. Alors, c'est ce qui est en train d'être dit beaucoup dans... Alors, pas dans les très gros, mais comme les AA commencent à montrer beaucoup plus d'intérêt et surtout de potentiel que les AAA, comme on en a parlé juste avant, Rockstar. Maintenant, les AA ont plus d'impact maintenant qu'avant. Il y a toujours GTA 6 qui va exploser pour un gros studio. Red Dead Redemption, ils en parlent tous tout le temps. J'ai même vu un truc qui revenait sur le moment où ils ont annoncé le 2, où ça avait mis en arrêt complètement la toile tellement tout le monde était content de voir le 2. Et puis FIFA, enfin EA Sports, Electronic Arts, ils ont un gros. Oui, mais c'est un gros, mais sauf que c'est pas salué par la critique, c'est pas des jeux innovants, c'est pas. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, ça reste quand même des mastodontes. Ça reste des mastodontes, juste de la vente, mais c'est pas acheté. Je suis désolé, je sais que je vais me faire huer par certains auditeurs, mais c'est pas acheté par des vrais gamers. Non, mais c'est vrai. Je suis pas entièrement d'accord là-dessus. Faut arrêter les mecs qui se disent gamers et qu'ils savent jouer qu'à FIFA, Call of, et encore une fois sur deux ils disent Call of. J'ai déjà envie de les tuer rien que pour ça. Plus je joue à Fortnite, voilà, c'est bon, c'est un triptyque. Ça, tu l'as lancé, c'est mort. Mais Mario Bros. Alors, pour resituer la chose, je pense que les AAA ont toujours leur place, sauf que maintenant, le public jeux vidéo qu'on a actuellement, au vu des prix des AAA, commence à se tourner vers les AA à 45€, qui ont autant d'écriture, voire plus de profondeur, que les AAA qu'on nous sert de réchauffer à l'heure actuelle. Ouais, et c'est là où c'est intéressant aussi de voir qui est nommé mais qui ne l'est pas ou peu. AA indépendant, ça me semble un petit peu excessif. Clair Obscur, Hades indépendant, ça me semble vraiment fort. Néanmoins, AA, ça me va bien. Qui on ne retrouve pas, Assassin's Creed, une nomination, pas du tout jeu de l'année. Le Indiana Jones est un petit peu passé aussi à la trappe. Dans une moindre mesure, Split Fiction aussi, jeu qui aurait pu prétendre à plus, qui n'apparaît pas dans cette catégorie. Nintendo est peu présent, même si c'est une année de transition, donc c'est compliqué, on était plus sur la machine que sur les jeux. Voilà. Il y a aussi ceux qu'on ne retrouve pas très très haut, et on peut être plutôt content de retrouver aussi pas mal de jeux de qualité qu'on a évoqués. On a aussi des petits coups de cœur, moi je suis content de retrouver Keeper, je suis content de retrouver Wonderstop, je suis content de retrouver Absolune ou Ball Expit, dont on parlera peut-être. Ça c'est plutôt des bonnes surprises, et au moins on va dire que cette cérémonie-là elle sert aussi à ça, mettre en avant, mettre en valeur des jeux qui seraient peut-être passés sous silence pour des gros gamers, ou des gens qui sont plutôt intéressés par Call of que par des productions un petit peu plus marginal entre guillemets. Bon, pour terminer un peu sur cette actu, Benoît, tu voulais nous parler de bouquins. On va faire vite, mais viennent de sortir chez le même éditeur, je ne suis pas financé, Pixel Love, 2 biographies. La première de Nolan Bushnell. Nolan Bushnell, c'est le père fondateur d'Atari. Bon, c'est pas dans un style soutenu, mais ça se lit vraiment bien. Ou comment, quand on est dans la côte ouest, juste après-guerre, qu'on est dans le petit paradis de l'électronique et du dépôt des surplus militaires, qu'on est un petit peu curieux, qu'on aime les parcs d'attraction et qu'on découvre l'informatique, et ben comment on va être le premier à fabriquer des bornes d'arcade, des jeux, des Pong, les diffuser, commencer à salarier tous ceux qui ne trouvent pas de boulot pour leur faire monter des jeux à la chaîne dans une société qui s'appelle Atari, qu'il va quitter juste avant le crash de la société. Donc c'est plutôt curieux, intéressant, ça démystifie aussi beaucoup de faux semblants. Et deuxième bouquin, la biographie de Marc Lacombe, plus connu sous le nom de Marcus, avec ses gros doigts. Ah oui. Son parcours d'abord dans la presse jeux vidéo, ensuite évidemment à la télévision avec Game One, où il va pratiquement, alors je ne suis pas officiel, mais allons-y, inviter le Let's Play. Ah oui, si, avec Level One, si, totalement. Ouais.
Il a créé le let's play. C'est le pionnier en tout cas. Bah oui. Voilà. Exercice délicat où il faut jouer, commenter en même temps, c'est pas facile, d'où sa réputation de mauvais joueur, de genre médiocre, de gros doigts, mais ce qui est pas grave parce que c'est quelque chose qui le rapproche des gens. C'est une figure vraiment appréciée. Ensuite, il y a tout son parcours via Micromania, Jeux Actu, son retour à Game One qu'il avait quitté pour cause de mainmise d'Infogrames. Pas sûr qu'il y reste longtemps, si je dis pas de bêtises. Non, Game One malheureusement va disparaître, donc oui, à la fin du mois je crois. Alors, c'est épais, c'est joliment illustré, est-ce que c'est passionnant ? Pas follement, mais il y a quand même 2 trucs intéressants dans ce parcours d'un type qui naît en 66, donc finalement qui est pré-ado avec les tout premiers jeux vidéo et qui va découvrir toutes les générations de machines. Le premier, c'est de voir ce que devient un geek au fil du temps. Comment aimer les jeux vidéo dans les années 80-90 est vraiment vu comme un passe-temps de gamin dont on ne fera pas une profession. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, voilà. Et puis l'évolution des médias aussi, simplement. Quelqu'un qui met en avant la presse qui n'existe plus, des chaînes télé qui ferment, quelqu'un qui arrivait un petit peu trop tard pour se lancer sur Internet et qui en même temps voit aujourd'hui plein de petits enfants qui reprennent le modèle de ce qu'il a développé sur Game One. Mais du coup, ça veut dire qu'il va avoir 60 ans l'année prochaine. C'est hallucinant parce que, en fait, j'imagine pas qu'il a 60 ans. Non, mais il a toujours été présent dans cette culture-là, on l'a toujours entendu, toujours vu, et donc pour nous, il est... J'étais gamin quand je voyais les premiers Level 1. Je me rappelle d'un Level 1 avec Tom Lefebvre qui était... Tom Novembre, pardon. Tom Novembre, je sais pas pourquoi. Mais Tom Novembre, c'était génial. En tout cas, merci Benoît pour cette actu jeux vidéo. L'Antre du Geek sur Happiness. Toujours sur Happiness dans l'Antre du Geek, et il est temps maintenant de passer aux chroniques des jeux vidéo et notamment des reviews de nos chroniqueurs. Et notamment Arnaud, tu veux nous parler d'un jeu qui marche beaucoup en ce moment? Effectivement Damien, je vais vous parler de Ark Riders. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu-là. Pour moi, Ark Riders, tout simplement en découvrant la cinématique, l'histoire, même avant de l'acheter, parce que c'est une amie qui m'a dit « Mais Arnaud, tu veux pas jouer avec moi à Ark Riders, avec mon accent anglais formidable ?» Je lui ai dit « Écoute, pourquoi pas, mais avant, il faut que je me renseigne un petit peu sur l'histoire, etc. » Et j'ai trouvé quelque chose de plutôt banal. Une histoire, comment dire, post-apo, qui est plus dans le côté, si tu veux... comment dirais-je, un peu à la cyberpunk cyberpunk, oui, voilà, c'est ça, je ne trouve plus le terme exact, effectivement. Mais sauf que là, on part sur une histoire où, comme je disais au début, je trouvais un peu sceptique. Donc une histoire post-apo où l'humanité est écrasée par des machines. Si on veut faire plus simple possible, c'est ça. Et je me suis dit, c'est encore du classique. Mais finalement, donc, en regardant des vidéos, et mon amie m'a bien convaincu de jouer avec elle. Bah oui, parce que c'est une fille, donc, mais d'autant plus gameuse. Donc l'univers de Ark, donc c'est des machines extraterrestres qui s'appellent les Ark, ont dominé l'humanité tout simplement, et vous êtes des survivants qui doivent remonter tout simplement à la surface pour chercher des objets, des ressources, tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre et aider en tout cas les gens du sous-sol en fait, tout simplement pour la survie et la contribution en fait de l'humanité. Sauf que le monde est rempli tout simplement de machines, de mechas qui veulent vous tuer. Donc jusqu'à là tout va bien, et j'ai appris aussi ce qui m'a poussé à jouer sur ce jeu là, c'est que la communauté n'est pas toxique, en tout cas pour l'instant elle n'y est pas, dans le sens où il y a beaucoup d'entraide. C'est un jeu multijoueur et vous pouvez croiser différentes personnes justement qui sont là pour remplir leur objectif, leur quête et trouver des objets rares ou non d'ailleurs, ou juste pour récupérer un câble et s'extraire, parce que oui, le principe de ce jeu là est de s'extraire, mais vous pouvez aussi vous entraider ou non, en fait ça dépend. Vous avez le chat de proximité, des émotes pour faire signe ne m'attaque pas, j'ai fait l'expérience et ça fonctionne plutôt pas mal, les gens respectent, et puis il y en a d'autres qui font semblant, mais c'est un peu plus rare, ils font semblant de ok, je te touche pas, je te shoot pas, et puis quand t'as le dos tourné, ça part. Donc on en est là, et certains vont vous aider effectivement à vous enfuir. Donc c'est à ce moment-là en fait où j'ai eu un moment déclencheur en regardant tout simplement une vidéo sur YouTube de souvenirs, je crois que c'était jeuxvideo.com, qui faisait part de ça, et là je me suis dit non, avec ce jeu-là c'est pas uniquement du classique, il y a quand même une réflexion qui est les mechas ont une réflexion. Tout simplement, je remets un peu dans le contexte. La personne se trouvait tout simplement dans un couloir extérieur, donc une espèce de balcon assez énorme, et voulait tout simplement explorer d'une façon plutôt méthodique, et une araignée mécanique surgit, tente de l'agresser, de l'attaquer.
sauf qu'il y a un plafond qui va l'empêcher réellement de s'accrocher. Et avec multitude d'essais, la machine a compris comment faire pour s'adapter à son environnement et pour l'attaquer plus facilement. Mika. Donc, juste pour resituer le jeu, ça serait du coup une sorte de jeu où tu sors et tu... C'est Striker Shooter. Mais du coup, c'est un peu comme une Battle Royale, les gens ils s'entretuent pour essayer de récupérer les ressources. C'est un peu ça, alors que sauf que Battle Royale, en fait, t'es là vraiment pour te défoncer la tête. Ouais, mais du coup, il y a quand même un côté qui aurait pu rendre le jeu toxique parce que ce genre de jeu finit par l'être naturellement parce que c'est de la compétitif. Effectivement, oui, ça pourrait. Parce que vous êtes dans un environnement plutôt hostile, qui me fait penser d'ailleurs à Fallout, sur quelques points, dans quelques aspects, un peu côté Destroy, post-apo. Et le système, c'est en gros, tu es obligé de fouiller en fait à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, dans les voitures, dans les bus, etc. Mais bien sûr, si tu fouilles, bien entendu, tu fais du bruit, donc ça attire les mechas, ça attire les gens, et certains peuvent t'aider ou non. Voilà, ça dépend. C'est la question parce que comme j'avais vu pas mal les films de vidéos où il y avait beaucoup de joueurs qui se mettaient à tous taper un même mecha pour le détruire, effectivement, c'est pour ça, d'où ma question. Effectivement, tu fais bien de la poser. J'avais vu effectivement aussi les IA qui s'adaptaient au fur et à mesure des joueurs, parce que j'ai vu des vidéos sur le sujet. L'environnement, et ça, c'est incroyable. Alors, il faut savoir aussi où il y a moyen d'explorer donc l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, c'est les grands bâtiments, des grandes surfaces, mais il faut être hyper vigilant parce que le moindre bruit, le moindre détail visuel ou sonore, vous pouvez vous faire attaquer. Parce que dans les bâtiments, il y a des caméras de surveillance, il y a des espèces de drones qui vont venir vous attaquer, qui se trouvent à l'extérieur, encore des boules mécaniques qui vont vous agresser directement si vous ne faites pas plus attention que ça. Donc la moindre erreur peut être tout simplement fatale. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le côté où le jeu te force à prendre du temps et tout simplement te met un petit moment de stress en fait. Et puis le jeu est basé beaucoup sur le sonore. Ah ouais ? Oui. En fait, dans le jeu, quand tu rentres dans la surface, tu n'as aucune musique. En fait, il faut que tu mettes le son un peu plus fort de ton casque et à partir de là, tu peux dire attention, il y a un drone, il y a un mecha à gauche, à droite, etc. Donc voilà, et à savoir, c'est qu'il y a un drone espion qui est à l'extérieur pour imaginer un petit peu, qui a une vision en fait bleue. À partir de là, c'est juste de la surveillance. Et dès qu'il détecte le joueur, ça passe en orange, puis rouge, et ça appelle ses copains. Et tu dis du coup, c'est un jeu qui se joue en multi, c'est ça ? En multi, ouais. Mais là, la communauté pour le moment est pas toxique, mais non, est-ce que on va voir par la suite justement ce qui va en être, étant donné que ce jeu est sorti le 30 octobre. Ah oui, il est tout récent, et d'autant plus vous pouvez faire ça entre potes, monter une escouade. La vraie question, c'est combien il coûte ? Il est à, si je dis pas de bêtises, entre 40 ou 35 €, un truc comme ça. Ah, ça va. Je crois bien, de souvenir, si je dis pas de bêtises. Dispo sur Steam, du coup, forcément. Dispo sur Steam. Sur la Steam Machine aussi. Sur la Steam Machine qui sortira. Ça, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, je peux vous le recommander. Mais attention, si vous êtes un joueur bourrin, je ne vous le recommande absolument pas. Faut prendre le temps de alors là, il y a Sabrina et Baptiste qui me disent non, c'est pas pour toi. Même moi. Non, je t'ai vu manier des armes dans mon survecteur, je sais très bien ce que tu joues. Voilà, je vous le confirme et je viens de le vérifier sur Steam, il est à 40 €. Donc c'est un jeu que tu conseilles à nos auditeurs sans problème ? Voilà, sans problème. Si vous aimez prendre votre temps, explorer de fond en comble la cave de mamie ou le grenier, n'hésitez pas. En tout cas, il faut vraiment prendre son temps, planifier son extraction et anticiper le moindre danger. Merci Arnaud, c'était donc la review de Ark Riders. C'est l'antre du geek. On continue les reviews avec toi Benoît qui veut nous parler d'un jeu. Attends, c'est pour les gamins ce jeu, non ? Ouais, alors j'aime bien commencer par un autre jeu, écoute, encore plus pour les gamins. Est-ce que tout le monde se souvient bien du jeu Arkanoid ? Alors pour les plus anciens, ça me dit quelque chose. Le plus ancien, le nom c'est Breakout. On parle clairement de casse-briques. Hein ? Ah oui, qui était sur MAME 32, enfin sur un système MAME 32. Une baballe, on l'a fait rebondir et ça casse des briques. Donc Bolexpit, c'est sa version actualisée, mais qui croiserait sur sa route Vampire Survivor. Voire même un peu plus, le combo est assez fou, puisque du coup c'est du casse-brique, mais aussi du roguelike, du bullet hell, et du city builder un peu aussi. Voilà. Plus de briques, plus de briques. Cette fois-ci, ce sont des ennemis qu'on va devoir dégommer en faisant rebondir la balle. Ils seront toujours de plus en plus nombreux, et au fur et à mesure, on va pouvoir gagner des pouvoirs, alors des personnages, mais aussi des nouveaux types de balles, des balles qu'on pourra faire évoluer et des balles qu'on pourra fusionner pour générer plein de nouveaux effets. Et là, on parle d'une 60aine de sphères qu'on va pouvoir balancer avec une rejouabilité assez folle.
Ah ouais, ça a l'air intéressant comme truc là. Eh ben écoutez, pour 15 €, c'est jouable partout. C'est dispo cool. sur PC, Switch, PlayStation, Xbox. Sur Steam encore. Sur Steam aussi. Le jeu se retrouve au Game Awards dans la catégorie jeu indépendant. Mais Voilà. ne battra pas Clair Obscur. Bah écoute, On va tout faire. À vous d'essayer. On en a marre. Je milite pour que Clair Obscur reste. Je milite même pour que Clair Obscur soit jeu de l'année 2026. Carrément. Je vous laisse tester le jeu, parce que je vous dis tout de suite, par contre, moi, je n'y jouerai pas. Voilà. Pourquoi Alors, moi, je le vois déjà venir, le jeu. Je sais ce que c'est. C'est une run, mais c'est la dernière, promis. Le plaisir de voir la balle rebondir, détruire des ennemis, toute seule, de plus en plus. Elle se débrouille sur nous, elle fait augmenter la jauge de score, on débloque un nouveau pouvoir, ce qui fait que, honnêtement, c'est curieux, on a envie de voir ce que ça donne, on veut bien tester. Donc, allez, une nouvelle run. Promis, cette fois, c'est la dernière. En fait, en vrai, on sait que c'est pas la dernière. On sait que ça va continuer. On sait qu'on va se coucher à 4h du matin, que quand on va fermer les yeux, il y aura encore des balles qui vont rebondir devant les yeux. Excusez-moi. Et qu'on n'arrivera pas à se lever le demain matin. Et qu'on sera cramé. Et que le résultat, ça va donner quoi ? C'est quoi ce que vous voulez ? Vous voulez que je me crame la vie ? Vous voulez que moi, j'arrive en retard ? Vous voulez que je loupe mon stage de 3e que j'ai commencé depuis septembre ? Non. Ça fait 20 ans que ça dure. Non. Je suis désolé, il y a des choses, on n'y touche pas, c'est comme ça. La drogue, le Queen Amman au Nutella, Balatro, c'est pas possible. Queen Amman au Nutella, on y touche. Ça sent le vécu, les gars, non, parce que c'est pas parce que... Non. On sent l'âme derrière ça. Non, Ouais. non mais je comprends, Ouais. c'est l'effet Balatro. C'est ça. Moi, je veux bien faire des chroniques, je vous le dis tout de suite, je suis pas reporter de guerre. Mon but, c'est pas d'avoir le prix Albert Londres du gaming. Ces trucs-là, moi, j'y touche pas. Mais c'est clair que Balatro, c'était mortel. Je me suis couché parfois à 2-3 heures du mat juste parce que je joue à Balatro. C'est une horreur. Et c'est bien pour ça que je vais vous parler d'un autre jeu. Vas-y. Ah, pardon. Ça a l'air tout de suite moins stressant. C'est moins stressant. Lego Voyager, c'est, je sais pas, le 672e jeu Lego, là. Et je pense qu'ils ont à peu près essayé à tous les genres. Par peut-être le FPS, le hentai, encore, pas sûr. Donc, vu de loin, pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors, le FPS, ils ont fait avec Fortnite. Il y a un Lego Fortnite. C'est vrai. Mais là, une petite révolution. Pour la première fois, on n'incarne pas une mini-figurine ou un personnage existant. Pour la première fois, on incarne une brique Lego. Et attention, hein, pas une brique qui se la pète, la plus modeste, la brique de 1 sur 1, celle qui a un œil. Ou plutôt, on vous incarne parce qu'on se joue à deux, obligatoirement, en coop, chacun sa petite brique, et c'est parti à l'aventure. Aucune info, aucune musique, aucun dialogue. C'est la force, c'est un peu aussi la limite du jeu, cet esprit de débrouillez-vous pour avancer dans des environnements qui sont tous super choupis. À vous de réfléchir, voir comment on peut collecter des petits fruits, Lego, les assembler, en faire une échelle, grimper, nager, sauter, mettre en place des mécanismes, avec une vraie construction qui rappelle franchement celui de la licence. Alors, au niveau de la mécanique physique, c'est pas ça. J'ai vu des ponts dans le jeu. En vrai, les Lego, ça s'effondre. On s'en fiche. Ce qui importe, c'est vraiment l'esprit de recherche, de détournement. Le décor, il est constitué uniquement en Lego, mais détourné. Moi, je vous laisse vraiment découvrir les crabes. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour les crabes. Et le plaisir, c'est vraiment de découvrir ça ensemble dans un jeu qui invite à se creuser la tête, mais pas trop, qui est franchement accessible à tout niveau, même en jouabilité. On n'a pas de caméra qui va nous suivre ou à pivoter, 3D isométrique, c'est vraiment accessible. C'est pas le jeu de l'année, c'est un peu court, un peu simple. La difficulté, c'est parfois quand le game design laisse à désirer et qu'on est un peu perdu à savoir quoi faire. C'est pas très très grave. S'il y a des réserves, au moins là, ce studio Lightbrick, qui est déjà auteur de Let's Go Builder Journey, mais qui aujourd'hui est indépendant, hein, il dépend plus de la firme danoise, au moins il fait une proposition singulière, et puis un jeu en coop. Et les jeux en coop, pour lesquels il faut obligatoirement être deux, je trouve ça vraiment sympa. Moi je l'ai vu fonctionner, si vous cherchez un jeu parent-enfant, vraiment c'est top. Et entre adultes consentants aussi, hein, si vous souhaitez vous emboîter, j'ai vu, ça marche, c'est pas mal également. Mon Dieu, je voyais pas venir celle-là. C'est sur PC, sur Steam, sur PlayStation Switch et c'est vendu 25 € actuellement. Combien ? J'ai pas entendu. 25 €. Ah, ça va. Sachant qu'un seul jeu suffit, même si vous ne jouez pas en local mais en multi. Si vous avez le jeu, vous pouvez inviter quelqu'un à vous rejoindre, même s'il n'a pas le jeu. Ah, 25 €. Franchement, je m'attendais à un truc beaucoup plus cher que ça parce que pour du Lego en plus.
le jeu reste modeste, il y a des grosses licences. Au fait, on reparlera parce qu'il y a quand même malgré tout un Lego Batman Arkham qui s'annonce, qui est vraiment plutôt intéressant et curieux. Encore une fois, c'est modeste, et 25 €, je pense que c'est le prix juste, hein, voilà, celui qui convient. Nommé également aux Game Awards dans la catégorie jeu familial, si je dis pas de bêtises. Ah, ça par contre, Clair Obscur n'est pas dedans. C'était donc Lego Voyager, et le premier, c'était quoi déjà le nom ? Ball Expit, qui n'est pas dans la catégorie familiale non plus. En tout cas, merci Benoît pour ces reviews. C'est l'Antre du Geek sur Happiness. Toujours ensemble dans l'Entre du Geek jusqu'à 21h, et on continue les reviews jeux vidéo avec toi Mika, qui veut nous parler d'un jeu où le service d'hygiène aurait des choses à redire. Ah oui, totalement. Ils ont tout à redire parce que effectivement, je vais vous parler de Restaurat. Restaurat, c'est un jeu qui est sorti le 7 novembre, donc c'est vachement récent. Ça m'a fait été découvert par deux amis, Aki et Sam, et acheté par une autre amie, Luma, pour m'embarquer dans une histoire un peu particulière, dans le sens où nous sommes des rats qui avons acheté un restaurant maudit, qui fait que maintenant nous sommes enfermés dedans jusqu'à temps que nous recouvrons sa gloire d'antan. Sauf que, comme nous sommes des rats, va falloir gérer une clientèle très particulière. On parle d'orques, de gobelins, de vampires et de tout ce qui sort des mondes fantastiques. Ah ouais, moi j'étais parti sur Ratatouille. Ouais, moi aussi. Non, pas du tout. Là, t'es un Skaven qui est dans une cuisine qui fait à manger. Hein. Moi je m'attendais au rat qui prenait les cheveux du cuisinier et tout. Voilà. Alors, on peut faire des trucs comme ça, mais je vous expliquerai après. On peut comparer ça un peu comme Overcooked ou les simulateurs de cuisine, mais en plus poussé, dans le sens où on ne gère pas que la cuisine, on gère aussi la salle. Ah oui, on est sur quelque chose de complet. Et donc ça te permet de passer un bac hôtellerie ou pas ? Pas du tout. Ah non, mais là, vous ne savez même pas le prendre pour le CAP, ça ne fonctionne pas pour l'hygiène. Ah merde. Donc le gameplay est très simple. On va gérer ce qu'on appelle la cuisine et la salle. Donc la cuisine et la salle, on va gérer la mise en place, les préparations des repas, la préparation des tables, la décoration et tout ce qui s'ensuit. On va devoir après gérer les clients et les servir. Aussi simple que ça. Sauf que du coup, c'est un système journalier. Donc le système de jour, c'est tous les jours, on a des clients, comme un restaurant classique. Sauf que tous les X jours, on va payer une taxe, on va payer des choses, et surtout, on va découvrir de nouvelles recettes. En fait, on a un système de cartes tous les 2-3 jours qui apparaît, et il y a un vote de on veut tel nouveau plat, de l'argent, de la réputation, ou des choses comme ça. Et ça tourne comme ça tous les jours. Il y a pas mal de points positifs dans le jeu, c'est dans le sens où déjà on gère la salle et la salle est clairement la cuisine, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de choses à gérer, et clairement ce n'est pas un jeu qu'on peut jouer tout seul. J'ai essayé une fois, gérer la cuisine et la salle c'est compliqué. On va dire qu'il y a beaucoup de clients qui sont partis. Donc c'est clairement un jeu qui est entièrement poussé pour du multi et fait pour du multi. Donc si vous voulez jouer tout seul, trouvez-vous 4 copains. C'est jusqu'à combien de joueurs 4. Actuellement, c'est jusqu'à 4 pour le moment. Après, on verra plus tard s'ils mettront plus de joueurs. Donc, je parlais du système de nourriture, de servir des boissons, tout ça, qui évolue au fur et à mesure du temps, mais aussi la personnalisation de vos rats. Parce que oui, vous pouvez déguiser vos rats en licorne, en soubrette, en tout ce que vous voulez. Tous les jours, après le service, vous avez le droit de tourner une roulette, un peu Gumball, où vous trouvez un cosmétique, une danse ou quelque chose comme ça. C'est gratuit. Au moins, vous n'avez pas ça à payer. C'est déjà ça, oui. Il y a aussi un blackjack, si vous voulez jouer et gagner de l'argent au blackjack. Il y en a aussi dans les sous-sols. Ça, c'est encore un truc où on va rester jusqu'à 3h du mat à refaire. Ah, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé pour moi. C'est déjà trop tard. Donc, Benoît, ce n'est pas pour toi. Parce que effectivement, il y a beaucoup de bons points aussi, notamment la gestion de la clientèle. Parce qu'effectivement, il y a des clients qui ne s'apprécient pas. On ne met pas les vampires avec les autres. Les vampires, c'est la haute, t'as pas le droit de les mettre avec les gobelins. Ouais, c'est comme les elfes. C'est ça, c'est comme des elfes. Les elfes qui se prennent pour genre les maîtres de la forêt, alors que c'est juste des mangeurs de légumes, quoi. Totalement. Là où des gobelins peuvent manger avec tout le monde, ils s'en fichent. Non mais c'est fou ça va quand même. Enfin là je suis en train de regarder la vidéo en même temps, les côtés graphisme un peu cartoonesque, etc. C'est clairement cartoonesque. Et ouais c'est fou parce que t'as la gestion là de jeux, de conflits, de tables, faut que ce soit un peu méthodique, stratégique. Clairement, et il y a aussi beaucoup d'événements aléatoires qui arrivent au cours de la journée. On peut avoir par exemple à nourrir notre livreur, à gérer un bras de fer, à gérer une invasion de démons. Par contre je viens de voir un rat avec une baguette en train de taper les gens, c'est normal ou? Oui, effectivement quand tu te fais envahir par des démons,
Ils sont là pour voler ta nourriture ou embêter tes clients. Donc le meilleur moyen pour dégager un rat, c'est de prendre une baguette. Et ça montre bien que ce jeu est français. Ouais, effectivement, ouais. Alors, on peut pas faire plus français que ça que taper des gens avec une baguette quand même. Et du coup, d'un point de vue gameplay, en fait. Alors d'un point de vue gameplay, effectivement, on va gérer la salle, on va gérer la mise en place, on va gérer le service. Il y a un système de level up où on a des compétences. Encore sur ça, c'est assez pauvre. J'espère qu'ils vont mettre plus de choses. Il y a vraiment tout un arbre de compétences pour la cuisine, il y en a tout un pour la gestion et l'optimisation d'argent fiscal, service, enfin, il y a pas mal de choses. Malheureusement, je le trouve encore vachement petit. On verra au fur et à mesure. Pareil pour tout ce qui est déco, on les obtient au fur et à mesure, mais il manque encore du contenu, ça se sent. Et t'as qu'une map pour le coup. T'as qu'une map, effectivement, tu peux agrandir ta cuisine, tu pourras agrandir ton service, mais ça va engendrer plus de taxes. Les taxes, c'est un peu flou, j'ai pas encore trop compris comment ça se gère. Est-ce qu'il y a un skin URSAF? Non, il n'y a pas encore de skin URSAF, on espère. Mais je te rassure, c'est comme dans la réalité, les taxes, c'est toujours un peu flou. Ouais, c'est ça, ouais. Et par rapport à Overcooked, en fait, on est sur le level up alors du coup? Ah, on est clairement sur autre chose. Overcooked, on est sur des gestions simples où on te dit il faut Donc là, il faut gérer la préparation des aliments avant le lancement du service. Il faut découper, il faut préparer plusieurs plats différents. Il faut gérer ta cuisine. Ça me fait penser à... On est clairement sur un level up. Ça me fait penser à un jeu qui marche beaucoup là sur Twitch en ce moment avec les streamers, c'est Fast Food Simulator. Ah oui. J'ai jamais essayé, j'ai jamais regardé. T'as même enfin, en ce moment, c'est très en vogue tout ce qui est simulateur, j'ai l'impression, parce que t'as aussi Store Simulator, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà. Mais j'espère que dans ton jeu, il y aura Philippe et je te baisse en version rare qui va défouler. Ah non, mais là, c'est littéralement ça. Tu te prends pour les Philippe et je te baisse. Et par contre, même système Overcooked, tu peux balancer tes plats par terre, ça ne pose aucun problème. Ah oui, un Castor et Chebest. Un Castor et Chebest qui vient te dire qu'il va jeter l'assiette comme ça en disant quoi, tu m'as fait manger ça? C'est tellement ça. Cauchemar au restaurant. Alors, on a déjà fait le coup, hein. C'est vraiment, on a la cuisine qui balance l'assiette dans la salle et que ça arrive directement sur le plat du client et qui le bouffe. Du coup, Mika, t'as 2 minutes, t'en as pensé quoi du jeu? Alors, c'est un bon jeu pour du multi, très drôle, qui peut amener à des scènes extrêmement drôles. Clairement, c'est pas un bon jeu pour du solo. Il faut vraiment des amis pour y jouer, sinon c'est mort. Et c'est comme un jeu qui coûte 20 €. Ah, 20 €, ça va. Ouais, mais c'est 20 € qu'il faut mettre où tu ne peux pas jouer seul au jeu. Il est actuellement à moins 25% sur Steam. Il est donc à 15 balles. Ouais. Il est à 15 balles. Mais voilà, c'est un jeu quand même qui a son point faible de tu ne peux pas jouer tout seul. Il y a quelques zones de flou quand même. Par exemple, par rapport aux taxes que je dis, on ne sait pas trop combien on perd à part sur le jour même. Donc on peut pas trop prévoir et on court beaucoup après l'argent, mais ça amène à des situations très drôles de on s'engueule ou il y a quelqu'un qui joue au blackjack en plein service quoi. Ouais, je vois Sabrina qui dit oui je vais y jouer, mais je te rappelle Sabrina que tu n'as pas un ordinateur, tu as un Minitel et qui ne passera jamais sur ton ordi et donc c'est mort. Voilà. Oui, mais on peut jouer sur ton ordinateur tous les deux, non? Ah non. Ah non, c'est chacun le sien. Chacun le sien. Ah bah non, achète-moi un ordinateur pour Noël. Mais voilà, ça reste un bon jeu quand même, mais faut aimer le côté gestion de cuisine et de salle et que des fois on a des rushs quoi. Et du coup, ça c'est facile. En fait, donc c'est sur Steam, c'est ça? C'est sur Steam. Alors c'est plus facile à 4 qu'à 2, qu'à 3, enfin voilà, comme d'hab. Mais c'est sur Steam, c'est à 20 €, c'est sorti le 7 novembre, donc c'est vachement. Ah oui, c'est vachement récent, c'est vraiment très très récent. Et c'est un jeu français, alors qui ne sera pas nommé aux awards. Par contre, comparé avec Clair Obscur, on va tout faire, t'inquiète. On va tout faire pour. On laisse Clair Obscur de toute façon qui restera au top. On pourra. S'il a rien, ça va être une catastrophe pour toi. Ah bah s'il a rien, moi je il démissionne là. Je démissionne d'Apinette, je démissionne de l'Entre du Geek. Voilà. Ne le primez pas. Non, vous feriez quoi sans moi? Il y aurait qui pour pousser les boutons? Dites-moi. Arnaud. Oui, mais Arnaud, il est là une fois sur 15. C'était donc Restora, le jeu dispo sur Steam et un jeu français. Merci Mika pour cette review. Sur Happiness. Il est maintenant 20h, passé de 58 minutes, presque 59 minutes, et il est temps pour nous de rendre l'antenne après cette émission très très chargée. On n'a pas eu le temps de revenir d'ailleurs sur plein de choses. Je voulais revenir sur le festival de la BD d'Angoulême, mais il se passe encore tellement de choses. Tu vas pas le faire tout de suite parce que tu n'as plus le temps. On y reviendra la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera aussi un gros point TCG, puisque à Abbeville, dans la semaine prochaine, aura lieu le FestiRêve. L'événement, le week-end TCG, autant vous dire que ça va taper de la carte, ça va taper du carton. Et moi, j'ai hâte d'y être. Merci en tout cas à tous d'avoir répondu présent. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est qui sera la semaine prochaine. Et bah, ça sera la surprise.
Peut-être que tu seras tout seul. Ah, j'espère pas. J'espère pas. On va t'abandonner. Je serai là avec toi parce que tu vas m'acheter un nouveau PC. C'est bien tenté, Sabrina. En attendant, restez connectés sur Happiness. On vous laisse avec Pelliclap et Greg. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Tous les mercredis, de 19h à 21h, c'est l'Entre du Geek sur Happiness.